Émission 905. Cette semaine, Aliens vs. Avengers. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Hein? Toutes. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres ont déjà passé leur période d'incubation. Ça fait bien longtemps là-dessus. Oui. Je les présente à l'instant. La Alien Queen, la trash talk dans son dos. Valérie Guérilla est avec nous. Salut, Valérie Guérilla. Pardon, La excuse-moi. Bitch. Bitch, tu t'assois. Non, pour vrai, je voudrais pas me mesurer à une Xenomorph Queen. Je vais prendre mon trou, comme qu'on dit. Infini respect pour la puissance de cette créature. Allô, Benoît Mercier. Allô. Et Sigourney Weaver, bien sûr. Ouais, fuck yeah, man. Infini respect pour Sigourney Weaver et sa décision implacable de ne pas se raser l'entrejambe à la demande du réal qui voulait l'affubler de très petites bobettes dans Alien 1. Puis il était comme, parfait, je vais les mettre, mais vous allez voir mon bush. Puis là, le réal, il était comme, non, on serait mieux de l'enlever. Puis il était comme, fuck non, tu me rases pas. Fait qu'à une époque où c'était pas vraiment facile d'avoir accès à cette technologie-là, il y a des gens qui ont fait des effets spéciaux méticuleux et très longs. Pour et l'effacer. Pour enlever les poils pubiens de Sigourney Weaver à l'écran. Puis ça, c'est... Wow. Ça vaut mon respect. Écoute, je pensais pas qu'on allait aller dans cette direction-là. On est là. On est déjà là, man. Voilà. En parlant de dérive, Valérie, je te l'ai pas dit, mais je suis en train d'écouter la 4e saison de Dérive, le podcast de Radio-Canada. Oui, fait par, sur la maladie de Lyme. En fait, je te dis, je l'écoute, je l'ai terminé. Puis c'est fucking bon. J'avais adoré la 3e saison, la mafia médicale, mais celle-ci est probablement ma seconde. À valeur égale. Là. C'est excellent, c'est super bon. C'est une démarche qui est rigoureuse, mais empathique aussi en même temps, qui fait énormément réfléchir par rapport au ce qu'est le consensus des organisations, qui des fois sont les porte-paroles des patients, des malades, puis comment tout ça peut influencer la science et les recommandations. Mais tout ça joué avec beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? De respect, puis de clarté. Puis il y a une plume incroyable, Olivier. Je le trouve incroyable. Je le trouve super bon. Je suis vraiment fan. Si je le croise dans la vie, je vais être gêné. Mais la 4e saison, elle est incroyable. Allez écouter ça sur la chance. Je suis son fanboy numéro 1. J'adore ce qu'il fait. Fait que j'ai recommencé les balados complets juste pour me mettre dedans. Puis j'adore comment il décortique toute cette... l'idée de la... C'est pas juste ça dans la maladie de Lyme, mais l'idée de la pseudoscience, puis comment justement certaines croyances peuvent amener à des dérives. C'est toujours ça le sujet principal des 4 saisons. Et il le fait avec brio. Bravo Olivier, je pense pas que ce message-là va te rejoindre, mais puis vous n'avez pas besoin de l'approbation des mystérieux, mais allez écouter cette saison-là si vous cherchez de quoi écouter d'intéressant, de nourrissant et de ma foi, épeurant aussi. Je sais pas si t'as écouté cette série. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je me suis pas attardée à ça encore. Je me le garde pour plus tard, mais définitivement intéressée par le sujet parce que moi, je me tiens beaucoup dans le sud de l'Estrie, aux frontières américaines. Puis c'est un pays de tiques et de possums parce que, tu sais, le prédateur monte avec la proie. Là. Exact. Au fur et à mesure que les changements climatiques fuck les écosystèmes. Et donc, je me suis déjà fait piquer par des tiques à plusieurs reprises. Et je me gère, là, tu sais, je veux dire, je sais comment faire sortir ça, puis tout. Mais oui, c'est une réalité qui est très prévalente là, dans cet environnement-là parce que la région dans laquelle je me tiens, c'est vraiment à cheval sur les douanes américaines. Fait qu'en plus d'être dans un écosystème où les tiques existent, là, puis c'est vraiment florissant pour eux. En plus, les gens se tiennent avec des gens des États-Unis qui, eux, ont un discours quand même différent là, par rapport à... L'immigration, entre autres choses, j'imagine? Pardon? L'immigration, entre autres choses, j'imagine? Oui, mais tu sais, mettons qu'on cible juste la question de la maladie de Lyme parce que ça va vraiment déraper. Là.
Mais ouais, donc, tu sais, ces gens-là, en regard de leur accès aux soins de santé qui sont différents des nôtres, en regard de l'existence de plein de cliniques privées aux États-Unis, contrairement... Tu sais, fait qu'eux autres, ils sont vraiment comme les gens qui sont décrits dans le balado, là, tu sais, à la merci de ces structures-là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que non, je l'ai pas entendu, mais je l'ai pas entendu, je l'ai pas écouté de première source, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Puis je sais que ça a impliqué Amir Kadir, somehow, par la bande. Absolument, vers la fin puis de la là, saison. moi, il y a une partie de moi qui veut défendre Amir Kadir parce que je suis comme, ben non, attends, c'est un physicien. Mais je sais que, tu sais, je peux pas me prononcer sans l'avoir entendu. Mais c'est là où le balado est génial, c'est qu'il va en toute subtilité, puis avec empathie, puis je pense qu'il essaie véritablement de comprendre les objectifs des laboratoires, mais aussi des gens comme Amir Kadir qui traitent les gens qui sont pris avec la maladie de Lyme. Puis ça amène... C'est beaucoup plus clair quand tu écoutes le balado. Son entrevue avec lui revient à la fin de la saison, donc je te conseille fortement de l'écouter jusqu'à la fin. T'sais, il en fait mention au début du podcast, puis vers la fin, il y a une entrevue avec lui. Puis là, ça s'éclaircit. Mais je veux pas... OK, il y a une voix dans le balado. Là, oui, il est là, il est interviewé. Okay. Là, il est vraiment interviewé. C'est ça, parce que moi, tout ce que j'ai vu, en fait, par rapport à ça, c'est les répliques à une voix qui est absente, parce que j'ai pas vu le balado. De Amir Kadir dans la presse. Okay. Fait que j'ai comme juste cette version-là de lui qui défend, en fait, qui est en train de dire qu'il faut pas psychologiser les pathologies, qu'il faut pas faire semblant que ces choses-là n'existent pas puis que ces patients-là ne vivent pas avec des symptômes tangibles, réels, etc. Il en parle aussi dans le balado, mais c'est ça qui est le problème avec tout ce qui est lié à la pseudoscience, puis les croyances, puis j'appelle ça des institutions de désinformation, c'est que pour en parler, puis il faut les décortiquer. Puis pour les décortiquer, ça prend du temps. Et le podcast le fait très bien. C'est que je pourrais pas t'expliquer exactement la position de Kadir versus ce qui a été prouvé scientifiquement. Puis même là, il amène cette dimension-là du patient dans l'équation. Fait que le balado traite tout ça. Je pourrais pas te le résumer aussi facilement qu'Olivier le fait. Oui, à moins de l'écouter, voilà, c'est ça. Allez écouter ça, c'est vraiment fucking bon. Je vais le faire. Bravo au Comic-Con de Montréal qui a battu des records en fin de semaine. 66 000 participants et participantes se sont rejoints au Palais des Congrès ce week-end pour 3 jours au Comic-Con. Il faut dire, il y a un article dans la presse qui en faisait mention avec justement le conflit avec les États-Unis. Beaucoup de gens qui peuvent fréquenter ce type de congrès-là ne sont pas allés aux États-Unis. Ils préfèrent encourager quelque chose qui est local, qui est canadien. Puis donc, ils sont allés au Comic-Con de Montréal. Il paraît que c'était très, 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 très plein. Je me souviens encore, il y a presque une quinzaine d'années de ça, à quel point c'était un petit événement, puis de où c'est parti. Maintenant, c'est un congrès important parmi le circuit des congrès de genre Comic-Con en Amérique du Nord. Fait que bravo à toute l'équipe. Bravo à Cliff Caporelli, notre ami qui est directeur de la programmation. Props to you. En plus, je sais que le site Internet a été piraté peu de temps avant la tenue de l'événement, donc ça a été une grosse fin de semaine pour Cliff, mais on va y reparler éventuellement. On va le réinviter à l'émission, ça c'est certain. Moi, il y a une chose qui me déçoit de la part de Cliff, en fait, c'est que quand on a assisté à l'anniversaire de notre amie Mélanie, directrice qui a eu 40 ans, voilà, exactement, a été distribué pendant cette soirée quelques exemplaires de billets de Melopoly Money. Ouais. C'était de l'argent Monopoly, mais à l'effigie de notre amie Mélanie. Puis là, Cliff était sur place à ce moment-là. Et t'en as-tu un exemplaire? Parce que moi aussi, il est derrière moi, mais je veux pas quitter le micro. Mais bref, donc, quand on s'est... Oui, donc c'est le visage de Mélanie sur le billet, oui. Cliff a certifié sur son âme que ces billets-là allaient avoir legal tender au Comic-Con. Puis là, finalement, on s'est rendu compte que c'était pas vrai. Donc, moi, je me sens flouée. Tu sens flouée par Cliff. Hein? Ouais. Parce que tu peux pas faire ce genre de promesse-là puis revenir sur ta promesse après. C'est le principe épisode des Simpsons quand tu achètes de la Itchy Scratchy Money. Hein? Ouais. Tu peux l'acheter, mais tu peux pas l'utiliser nulle part après. C'est ça la twist. C'est aussi c'est pas mal le principe derrière les bitcoins aussi. Ouais. Certains. Ouais. Je ne m'aventirais pas là-dedans. Je connais rien au bitcoin, mais c'est quelque chose qui a l'air très, très propice aux arnaques. Non, vraiment? Oui, j'ai entendu dire ça. Quantité d'histoires sont sorties. Mais c'est tout ce qui perd jamais de sa valeur? Non. Les services rendus. Hein? Les échanges de services. Ouais. Ben oui, la mise en commun. La mise en commun. La mise en commun. Ressources. OK, oui. Je pensais que tu allais dire quelque chose comme l'amitié. Non, ça peut... la valeur de l'amitié
Ça change. Des gens. La valeur de l'amitié qu'une personne te prodigue varie, mais la valeur de l'amitié, c'est une valeur refuge, en tant que concept. Après ça, qui l'habite, puis avec qui tu partages cette expérience-là. Ça fluctue, ça fait partie de la vie. Là. Je viens de voir un Kalinours avec ta face dessus le bedon. C'est comme le Kalinours philosophique. Le Kalinours philosophique. Il y a ta face dessus. Il pitch ta face avec son bedon rayon. Le rayon, c'est ma face? C'est ta face, exactement. C'est ça. C'est un compliment, c'est pas une insulte. Merci. Parfait. Hey, on va continuer dans les nouvelles cette semaine. On entend notre ami Laurent Boutin qui termine son corps chez Planète BD. Il va être ici dans peu de temps. J'imagine que ça va être compliqué là, parce que pour les gens qui habitent pas dans la région de Montréal, là, ça pleut. Il pleut pas mal. Je me suis fait avoir 2 fois par la pluie durant les 2 dernières journées. Puis c'est vraiment trempé. Puis habituellement, lui, il est en vélo, mais il s'en vient. Là, il est en route. Donc, veux-tu commencer ou tu veux que je commence cette semaine, Val, une petite nouvelle? Comme tu veux. Écoute, moi, j'ai des petites choses décontractées et nonchalantes à vous communiquer. Genre, j'ai vu 28 ans plus tard, en fait, là, comme bien des gens, j'imagine. C'est le troisième volet là, de la trilogie des 28 jours plus tard, puis après ça, 28 semaines plus tard, puis après ça, 28 années plus tard, où on s'y trouve. C'est réalisé par Danny Boyle, Alex Garland, avec une brochette d'acteurs tous aussi extraordinaires les uns que les autres. Alfie Allen, Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Ray Fiennes. Mouah, il a vieilli comme du fine wine sur Ray Fiennes. Fine, nice, excellent. Oui, puis c'est un film un peu déroutant. Je sais que ça n'a pas fait de consensus là, au niveau de l'appréciation des gens, mais moi, j'ai particulièrement aimé l'espèce de forme hybride que ça a pris, parce que non, on n'est plus du tout dans le film d'horreur classique, là, à la structure un peu... c'est plus prévisible. Le montage est un peu chaotique, un peu punk, mais moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec cet univers-là, cinématographique. Là, on s'entend que depuis le début de cette trilogie-là, les préceptes de base ce qui est canon pour les zombies, ça a été dépassé. Là, les zombies sont rapides, sont enragés, en fait. Mais là, donc, c'est ça, on est 28 années plus tard, après le début de la pandémie, appelons ça comme ça. Puis là, je m'excuse, trigger warning pour les gens qui ne sont pas encore remis de notre propre pandémie. Puis les clins d'œil font légion là, dans ce film-là. Oui, ça, je me demandais s'il y avait quand même des petits clins d'œil ou... il y a des parallèles à établir, c'est sûr, mais c'est fait, tu sais, c'est pas trop grossier, là. Okay. C'est plus les grands thèmes qui vont inévitablement, tu sais, émerger autour les principes de survie, d'adaptation à des nouvelles situations, le principe du deuil, évidemment, est central. En fait, ce serait pas mal le thème qui, pour moi, était le plus réussi dans son illustration puis dans son déballement, là. C'est ça, parce que 28 années plus tard, la quarantaine a toujours lieu sur toute la Grande-Bretagne, en fait, puis, je veux dire, la population est complètement décimée. Il n'y a plus personne qui existe. Le mainland est pas mal pris d'assaut par les zombies qui, eux-mêmes, ont... appelons-les les enragés. De temps en temps, je vais faire des petits glissements sémantiques. Je vais les appeler les zombies, là, mais vous comprenez. Donc, les zombies ont eux-mêmes évolué en tant qu'organisme. La vie, même en eux, se transforme. Fait que là, c'est plus... Il y a comme eu des espèces d'hybrides zombies qui sont apparus, qu'on appelle les alphas, wink wink, qui sont des créatures... Des barbes bien coupées. Des man buns, des petites barbes, puis qui n'arrêtent pas de parler de protéines. Oui, protéines, puis des loups, puis la femme doit être soumise. Oui, exact. Non, mais c'est comme un peu... c'est une illustration, là, tu sais, de la vigueur, là, c'est le Übermensch, c'est genre de Nietzschéen, là, tu sais, un énorme colosse. D'ailleurs, tout le monde est à poil, hein, parce qu'au-delà d'un certain nombre d'années passées dans la nature, tes vêtements sont complètement pulvérisés. Ça pourrit, hein. Fait que c'est ça, c'est des hommes, tu sais, vraiment, c'est des créatures, c'est ça, masculines extrêmement vigoureuses, là, tu sais, ils ont l'air des espèces de culturistes, mais qui sont pas juste gym strong, tu sais, ils sont strong, ils courent vite, ils sont enragés, puis somehow, ils ont développé une espèce de position de leader, fait qu'ils réussissent à, comme, organiser les hordes, à leur donner des commandes qui sont apparemment respectées, fait que, tu sais, il y a comme ça qui se trame, puis nous, on s'installe...
sur une petite île, en fait, c'est comme en retrait de la terre principale. De la terre principale, merci. J'ai plein de référents en anglais dans ma tête. C'est bien correct, tu peux les utiliser. Ah, parfait, vous n'allez pas m'en vouloir. Ben puis donc, c'est ça, on suit cette communauté-là qui habite sur Holy Island, puis tu sais, qui, 28 années plus tard, eux aussi ont fait leur bonhomme de chemin, puis se sont reconstitués, tu sais, une vie sociale, une organisation, tu sais, basée sur, c'est ça, l'échange de services, tu sais, tout le monde à sa place, tout le monde met l'épaule à la roue pour créer un semblant de normalité, tu sais, comme sans accès technologique, mais avec un certain niveau de confort, je te dirais, tu sais, tout le monde travaille fort là-dedans, puis ça semble réussi. Fait que là, on suit un père et son jeune fils qui vient d'avoir 12 ans, qui doit retourner sur la terre principale en espèce de rite initiatique, parce que tous les petits gars qui ont 12, 13, 14 ans doivent aller faire leur premier kill sur le mainland. Fait que là, le petit gars se fait amener donc sur le mainland avec son papa, puis se fait confronter à toutes sortes de situations vraiment troublantes où là, il voit de quoi a l'air maintenant la population de zombies. Il y a eu une variété, puis il y a même dans les mutations puis le développement de la population zombie, une espèce d'hybride qui s'est créé, qui est comme une espèce de zombie rampant, presque comme un vegan qui mange juste des vers de terre, puis c'est ça son premier kill, tu sais. Okay. Fait que là, en tout cas, c'est... il arrête pas d'en parler du fait qu'il est vegan, puis il veut convertir tout le monde qui est vegan. Autant l'autre arrête pas de parler de ses protéines, eux autres sont juste comme, savais-tu qu'il y a autant de protéines Mais non, c'est pas ça qui se passe. La pire des horreurs, mon Dieu. La pire des horreurs, ben non, mais c'est ça. Fait que là, ce petit garçon-là, tu sais, comme réussi à tuer son premier zombie. Puis, tu sais, vit une expérience vraiment, tu sais, très intense, chargée d'un sens qui lui est pas du tout expliqué. Tu sais, son père, il le félicite d'être un bon petit soldat, puis bravo d'avoir... causer la mort, mais après ça, on ferme le dossier, on va pas parler de ce que la mort représente, de la violence que tu viens de subir. Genre, il n'y a pas d'aftercare pantoute, là. C'est vraiment juste dans les valeurs qui sont érigées dans cette nouvelle société-là, l'espèce d'apologie de la tuerie puis de la violence, mais sans réintégration après, là, dans un système de valeurs plus complexe. Fait que je vous parlerai pas du film parce qu'il est au cinéma, je vous invite à aller le voir. Je trouve que c'est un beau moment passé au cinéma, mais la chose dont je voudrais vous entretenir, c'est ça, c'est le traitement de la thématique de la mort, en fait, parce que c'est ça, il y a beaucoup... Les gens côtoient la violence, côtoient le décès des gens, mais ont pu vraiment accès aux outils nécessaires pour métaboliser ce que ça veut dire mourir, tu sais. Puis Ray Fiennes joue un rôle central là-dedans. C'est un personnage qui demeure sur la Terre centrale, puis qui, lui, a décidé de je sais pas comment dire ça, d'y rester pour se battre. Ben, il se bat plus, en fait. C'est ça sa posture. C'est que à la base, c'était le seul médecin de la communauté qui, pour une raison X, est retourné sur le mainland. Puis la règle, c'est quand tu retournes sur le mainland puis ça va pas bien, il y a personne de la communauté qui vient t'aider. C'est un peu le marché que tu conclus avec tes semblables. Fait que tout le monde peut y aller puis revenir, mais personne va aller te chercher si ça chie. Fait que là, lui, il est parti. Ça a chié. Mais avec son savoir scientifique, il a réussi à survivre parce qu'avec sa curiosité naturelle puis les outils intellectuels qu'il avait à sa disposition, il s'est mis à observer son environnement pour tenter de le comprendre. Ça inclut observer la vie des zombies, en fait, puis essayer de s'intégrer un peu dans cette espèce d'écosystème-là. Fait que lui, il vit parmi les prédateurs depuis plusieurs années. Puis, donc, lui a décidé, parce qu'il perd tranquillement la raison, mais il y a un fondement quand même, très logique dans sa façon de penser, ce qui fait en sorte que lui, il se donne la responsabilité, en fait, d'être le gardien un peu des rituels autour de la mort. Puis c'est ça qui est fondamentalement intéressant, là, c'est le nœud de l'histoire, c'est comment... cette personne-là, dans le fond, qui a l'air complètement ensauvagée, déconnectée de la civilisation, est ultimement la personne la plus civilisée de la gang parce que il continue à Memento Mori, se rappeler qu'il va mourir. Il va mourir, oui. C'est ça. Puis les autres
ont complètement éjecté ça de leur quotidien. Fait que quand le petit garçon qu'on suit, qui est le protagoniste, qui s'appelle Billy, rencontre Ray Fiennes, ça fait l'effet d'un... Ça fait l'effet d'un apaisement énorme, puis ça donne beaucoup de sens à ce film-là, qui est tellement plus philosophique que les deux autres, en fait. Puis c'est tout ce qui va vous rester après le visionnement qui vaut la peine de l'avoir vu. T'sais, pendant le film, c'est malade, là. C'est toute une ride. T'sais, c'est quand même Alex Garland puis Danny Boyle. Là. Fait que vous allez pas vous ennuyer une seconde. Il y a des surprises vraiment champ gauche qui valent la peine pendant le visionnement, mais la chose la plus substantielle, c'est ça, c'est tous les questionnements, puis les thématiques, puis les tableaux qui vont vous rester après. Okay. Moi, ça m'habite encore. Tu m'as le mieux vendu que quelqu'un d'autre qui m'en a parlé, qui avait détesté le film, mais absolument détesté. Mais souvent, quand les gens me lancent dans une espèce de recette de pourquoi ça marche pas, c'est pas un film parfait. Non, mais j'embarque pas. On se ment pas. Moi, je suis un bon public, en fait. Il m'en faut beaucoup pour détester un film. C'est parce que ce qu'on peut reprocher au film, c'est dans ce montage-là, comme j'ai dit, un peu punk, qui est, le film est porté par une trame sonore tellement cool, tellement dynamisé par la musique, qui va dans toutes les directions, mais à la base, c'est quand même punk. Mais le premier était très punk. Là. Il y avait du Le premier très punk. Mais là, c'est filmé avec des iPhones. C'est comme des espèces de structures avec genre 14 iPhones. Puis là, ils vont faire... ils vont capturer les images comme ça. Fait que, tu sais, c'est encore punk, là, même si c'était... Je sais plus c'est quoi le budget, mais tu sais, des millions de dollars, là. Mais c'est pas un Marvel, là, par exemple. C'est pas... Non, c'est pas un Marvel. J'ai pas vu le budget, en fait. Je pourrais peut-être le sortir, mais je le trouverai pas. Attends, je vais m'éterniser. Mais tout ça pour dire que, ce qu'on reproche à ce film-là, c'est une espèce de d'imprécision au niveau des temporalités. Si tu veux comme voir un film qui se tient, puis qui est structuré, puis que c'est A à B à C, puis avec une finale comme bien ficelée, non, tu vas être déçu, c'est sûr. Mais ce serait pas rendre justice à la richesse du propos quand on parle d'apocalypse zombie, quand on parle de dystopie, quand on parle de mort, que de s'en cantonner à une formule super straight. C'est correct que la forme suive le fond, à mon avis, puis dans ce cas-là, c'est pas un reproche autant que je mets le doigt sur ces éléments-là. C'est sûr que ça a déplu à certaines personnes, mais moi, j'haïssais pas ça être perdu. Ça me dérangeait pas. Surtout qu'on suit un personnage qui est... lui-même, en pleine séance de découverte puis d'émergence, dans son propre corps, dans sa propre psyché, puis dans un univers qui est complètement déstabilisant à la base. Là. Fait que 100% allez le voir. Valérie approved. Okay, haïssez-moi pas si vous l'aimez pas, c'est votre problème. Ça. Puis une autre affaire que je pense que tu serais vraiment Valérie approved, c'est notre ami Laurent Boutin qui est avec nous. Hey! Si j'avais une étampe. Laurent l'aurait eu depuis longtemps. Vraiment. Je me la ferais tatouer. Oui, c'est bon. Il va au tattoo shop avec l'étampe de Valérie sur le bicep. En fait, on pourrait te scarifier direct. Ce serait pas une étampe autant qu'un truc en métal chauffé à blanc. OK. Comme on s'en reparle après l'émission. Une vache. Oui, comme une vache. Dans un ranch. Ben, les humains font ça aussi. Les humains font ça aussi. Ça fait partie du registre des modifications corporelles qui sont accessibles quand tu vas à ton tattoo shop. Ouais. T'es-tu pas mal mouillé, Laurent? Comment ça s'est passé? Écoute, je suis en train de me dire que j'ai sûrement une malédiction et que je dois être tout trempe quand je suis ici. C'est vrai, c'est comme... Il y a 2 semaines, j'étais tout trempe de sueur. Là, je suis tout trempe d'eau. Et t'as-tu remarqué que j'ai mis le ventilateur directement sur toi, exclusivement sur toi? Ouais, j'ai pas chaud aujourd'hui. Tu n'as pas chaud, mais tu vas être séché là, assez rapidement. Ouais, là. peut-être. Ouais. Je me suis dit, ça va être... Faut bien avoir des petits plaisirs venir ici. Là, je vais te laisser le temps d'arriver, Laurent. J'ai quelques nouvelles un peu glauques, là, mais il faut en parler. Il y a eu le décès, bien sûr, de Michael Madsen au courant des derniers jours. Fait que ça, c'est une grosse perte pour les gens qui trippent sur la culture pop. Mais on en a eu 2 gros qui pourraient vraiment solliciter l'intérêt des gens qui écoutent les Mystérieux Étonnants, dont James Shooter, qui était le populaire écrivain, rédacteur et éditeur en chef, qui est décédé à l'âge de 73 ans. C'est quelqu'un qui a été crédité pour avoir un impact assez massif sur l'industrie du comic book, notamment chez Marvel Comics. Il a percé à 14 ans
Wow. À 14 ans, il a écrit le scénario pour DC Comics The Legion of Super Heroes et par la suite, il a été éditeur en chef de Marvel Comics de 78 à 87. Il a instauré une culture là, il y a aussi des contre-coups, vous allez voir, là, mais une culture de professionnalisme, d'innovation. Il a été aussi quelqu'un qui a gouverné sur une période de succès commercial pour Marvel Comics. C'est pas n'importe quoi. Il parrainait les titres de Uncanny X-Men, Daredevil, Fantastic Four et Secret Wars, qui était le premier événement crossover à l'ensemble de la ligne éditoriale de Marvel Comics. L'ensemble. Voilà. Puis c'est aussi quelqu'un qui semblait avoir une attitude très toxique au travail. C'est quelqu'un qui était excessivement exigeant, qui était prompt à péter des coches, mais où il a aussi été bon pour pousser que les auteurs aient une partie de la cagnotte. Donc, il a combattu pour les droits pour les auteurs. Et après avoir travaillé chez Marvel Comics, il a cofondé Valiant Comics. Il a aussi lancé Defiant Comics et Broadway Comics. Comme je l'ai mentionné, il avait 73 ans. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même laissé sa marque sur l'industrie. Et malgré tout, il y avait des éloges sur les internets lors de l'annonce de son décès, malgré la controverse. Oh, ma canette est tentée. Elle est en train de glisser d'elle-même. Oh. Condensation plus variation dans l'air. Tout ça. Non. C'est hanté. Santé. Ouais, écoute, le fantôme, il a pris 5-6 ans avant de se dévoiler dans mon appart. Il s'est dit, le Montpellier, là, ça, c'est mon cul. Ben, c'est de l'eau qui goûte bon. J'aime ça, le Montpellier. Puis sinon, je vais parler d'un autre décès qui a aussi marqué l'univers de la culture pop. Moi, ça m'a vraiment touché. J'étais pas aussi au courant de Jim Shooter, mais je parle du décès de Mark Snow. Savez-vous qui est Mark Snow? Mark Snow, c'est un compositeur qui a travaillé pendant plusieurs années pour l'industrie de la télévision. Il est notamment connu pour la création de la trame originale, la bande sonore, comment t'as ça, le bumper, la trame originale, c'est ça, la séquence d'ouverture de The X-Files. C'est lui aussi qui a composé plus de 200 épisodes des X-Files. Donc, c'est quelqu'un qui était excessivement prolifique. Et pour moi, et c'est pas des blagues, avec Mulder et Scully, le troisième personnage des X-Files, c'est la trame sonore. D'ailleurs, j'étais super content quand ils ont ramené la saison, les X-Files pour la saison 10 et la saison 11. Il y avait Mark Snow qui était revenu, j'étais très content. Il avait réutilisé même les synthés qu'il utilisait à l'époque de X-Files. L'époque, ouais, il avait sorti ça de ses boulamites. Ça faisait tellement partie du show. Absolument. D'ailleurs, il a travaillé, ou plutôt il a été formé à Juilliard, puis c'est un des premiers qui a fait le saut vers les synthétiseurs dans les années 80, vers la fin des années 80. Il a été nommé 15 fois aux Emmys, dont 6 fois pour X-Files. Puis il a composé la chanson thème, plus de 200 épisodes, je l'ai mentionné, mais aussi d'autres séries et mini-séries, dont Heart to Heart, T.J. Hooker, Smallville, Ghost Whisperer, et aussi la série sœur que les gens connaissent moins de X-Files qui s'appelle Millennium, et c'est dans le même type d'ambiance sonore. Puis c'est drôle, j'en ai parlé à l'émission, je sais, dans le temps, mais j'avais écouté le film Disturbing Behavior sur Tubi, qui est un film très 90, avec Katie Holmes. Puis là, c'est comme, voyons, il y a de quoi dans l'atmosphère de la série, dès le générique d'ouverture, je suis comme, voyons, il y a une familiarité là-dedans. Puis c'est pas parce que j'étais particulièrement fan de Disturbing Behavior. Voyons, il y a de quoi de confortable. Ah ben, tabarnak, c'est Mark Snow qui a composé la musique de ce film-là. Puis le film, pour les gens qui s'en souviendront peut-être moins, là, ça se passe sur une île. Je serais pas surpris que ça ait été filmé à Vancouver comme The X-Files l'a été pendant longtemps. Puis ça me ramenait à la même place. Comme quoi, là, la musique faisait partie de l'identité de The X-Files. C'était quelque chose. Donc, Mark Snow qui est décédé à 78 ans à sa maison au Connecticut. La prochaine fois que vous écoutez la série X-Files ou qu'importe que ce soit Millennium, portez attention à la musique. C'est lui qui faisait la trame sonore de tous les épisodes. On parle d'une 40aine de minutes pour chacun des épisodes. C'est fou, incroyable. Moi, j'aime bien quand t'en réécoutes un, là, puis tu sais pas qu'est-ce qui t'attend, puis là, il y a 2 notes, puis là, des fois, c'est genre, une flûte de pan, puis tu sais que ça va être un mystère exotique. C'est ça, parce qu'il y avait des catégories de mystères. Oui, il y avait c'est comme si c'est une malédiction Inca ou quelque chose. Là, les instruments seront... exactement. Voilà, je sais de quoi tu parles. Puis... là, c'est facile avec le recul de dire que cette série-là a eu un impact parce qu'on se souvient des années 90, nous étions vivants durant cette période. Mais une série comme X-Files, ça n'existait pas avant. Ça a un peu instauré certains standards qu'on retrouve dans la télévision aujourd'hui. Donc, le côté plus cinématographique, les cold open qui étaient quelque chose pour l'époque. Là, dans les années 90, pardon. Tu sais, la télé n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui où on la voit comme quelque chose qui pourrait compétitionner avec des œuvres comme celles qu'on retrouve au cinéma, où des gens ont des fois peut-être plus même adopter les téléséries que le cinéma, mais X-Files, ça a été fondateur dans le canon de cette série à la Lost et autres qui ont
bâti ce qu'on connaît aujourd'hui comme univers télévisuel. Et Mark Snow en fait partie. Donc, c'est vrai que c'était comme l'amorce d'une espèce de réalisme un petit peu plus travaillé. Là, absolument. Puis ça venait-tu de pair avec effectivement des moyens plus importants ou c'est juste des génies qui ont travaillé avec les mêmes outils que les autres? C'est comme une coïncidence de plein de choses. Une chose que j'ai entendue à un moment donné, puis je trouvais ça très intéressant, je vais essayer d'y rendre justice, c'est un commentaire. Il y avait un podcast avant qui existait. Il existe encore, vous pouvez le trouver, mais il n'y a plus de nouveaux épisodes. C'était animé par Jamel Kamiani, l'humoriste est maintenant rendu acteur. Ça s'appelait The X-Files Files. Grand fan des X-Files qui a fini par avoir son rôle dans la 10e saison. On l'avait écouté dans le temps chez nous. Puis un des journalistes qui l'accompagnait jadis, il citait un article qui était sorti ou une analyse quelconque qui avait été sortie. Puis l'analyse disait, entre autres choses, c'était une période où la technologie faisait que le monde devenait de plus en plus petit. Et comme ce monde qui était auparavant caché se découvrait de plus en plus, l'Amérique rurale aussi, l'Amérique qui avait des côtés sombres, des coins qu'on ne connaissait pas également. Et dans ces crevasses, on retrouvait toute la mythologie, les contes, les trucs mythiques. Souvenez-vous, les années 90, très orienté paranormal. C'est là encore aujourd'hui, mais c'est un âge d'or. Tu sais, les épisodes de Fox consacrés aux extraterrestres et autres, il y en avait beaucoup. C'était Légion. Les épisodes de vidéos floues, de fantômes et autres. Mais c'est cette période-là où la technologie a un peu comme mis la lumière sur ces vieux mythes-là qui peuplaient déjà les États-Unis, mais qui ont dû se révéler. En tout cas, je paraphrase ce que l'article disait, mais ça voulait dire essentiellement ça. Donc, c'est une conjoncture de plein d'affaires, et dont le magazine de... Comment t'appelais ça? T'avais ça dans ta toilette, toi? Oui. C'est tellement de la cochonnerie, ce magasin-là. Des X-Files, pas des X-Files, je viens de mentionner. Dossier X, genre. Dossier X-Files, on en fait de même. X-Factor. X-Factor. Oui. Wow. Parce qu'il y avait aussi, moi, j'avais aussi des magazines qui étaient comme des fan magazine de X-Files, genre, un peu, qui était sur le même moule, là, genre moitié des guides des épisodes et moitié voici les vrais complots qui sont traités. Je l'ai rassemblé en édition dans ma bibliothèque. Ça se peut, moi aussi, j'en avais une compile. Un gros fan de X-Files. J'aimais bien ça. Même dans le temps, j'avais 13 ans, là, je lisais ça, puis j'étais comme, c'est capoté. Mais j'aimais ça. Maintenant, c'est rendu plus déprimant, les théories du complot, parce que c'est vraiment... C'est crackpot, là. C'est crackpot, mais là, dans le temps, moi, je m'imaginais un peu comme... trois d'autres comme les Lone Gunmen qui faisaient ça dans leur sous-sol. Comme, qui ont eu leur propre série d'ailleurs, qui était super bonne. Que j'ai toujours pas vu, en fait. Plus humoristique. Leur conclusion s'est produite dans les X-Files d'ailleurs, qui est un épisode très, très, très troublant. Là. Si vous êtes fan des X-Files, ça fait mal. Mais Colin, je m'ennuie des X-Files. J'espère que la nouvelle mouture de Ryan Coogler, il est en train de travailler là-dessus, va ramener d'une certaine manière Scully puis Mulder. Il faut, au moins pour une conclusion de leur histoire, parce que la saison 11 finissait sur une queue de poisson encore une fois, puis c'est comme sacrement. Mais en tout cas, je vais arrêter de parler d'X-Files parce que j'ai une nouvelle de X-Files tantôt. Fait qu'on va reparler d'X-Files. On va en reparler. On peut parler d'X-Files aussi longtemps que ça sera nécessaire. Là. Bon, je pense parlons du crossover d'X-Files avec les Ninja Turtles qui existe, qui a déjà été publié. Holy shit! Oui, ça, je ne savais pas que ça existait. Ouais, c'est tout un numéro où c'est les Lone Gunmen. C'est-tu les Lone Gunmen qu'on suit? Je crois que c'est les Lone Gunmen, puis ils découvrent les Ninja Turtles, puis d'autres personnages d'IDW. J'ai envie de dire les Transformers, je me suis pas certain, mais il y a un genre de crossover de même. Il me semble qu'il y avait un crossover, peut-être. Ouais. Il y a eu un moment où toutes les franchises qui étaient chez IDW se rencontraient. Ouais, je me souviens. Qu'est-ce qui provoque la volonté de tendre la main vers les autres franchises? Pourquoi les univers s'entrechoquent? Parce qu'en tant que bon geek, on a déjà ce canon-là mental. Fait qu'on veut se le voir se concrétiser sur les pages. Un peu ce qu'on parle en fin d'émission, d'ailleurs. Oui, ben c'est sûr, on va en parler abondamment. J'ai des questions. Je veux comprendre la psychologie derrière ce mouvement-là. OK. Mais je pense qu'il y a bien sûr un intérêt mercantile, comme n'importe quoi. Mais il y a une intention, je pense, de vouloir voir ce qui colle puis de voir ce qui fonctionne. C'est ça. And now kiss. Mais tu sais, c'est aussi... Non, mais c'est des choses que qu'on aime. Citer Road Trip. Absolument. Bon, merci. 100% oui. J'aime beaucoup Road Trip, c'est un de mes films favoris des années 2000. OK. On va y aller avec toi, Laurent. Oui. Est-ce que Caleb te laisse mettre tes magazines X-Factor dans les toilettes encore maintenant que vous êtes ensemble? Je pourrais.
Ouais, elle me laisserait. Okay. À chaque fois que ton indicatif part, Laurent, là, je me prime, là, puis j'ai l'impression que tu vas nous détruire dans un slam vraiment, genre, comme masterful. Puis là, je suis comme, oh yeah! Oui. À la 8 miles, là, genre, tu vas nous pulvériser, puis là, ben non, on parle de... On parle de comics. On parle de quoi? Ben là, en fait, j'allais pas commencer par ça, mais ce thème, mon thème, me rappelle une autre de mes nouvelles que j'ai, c'est-à-dire... Et vous savez comment j'ai fait de la tyrolienne dans la bouche de Godzilla? Lors de ton voyage au Japon, bien sûr. Lors de mon voyage au Japon l'automne dernier. J'ai vu passer une nouvelle cette semaine sur un nouveau manège appelé Godzilla The Ride Great Clash. The most English. Ouais. Qui se situerait dans un parc d'attractions au Japon qui s'appelle Seiouben Amusement Park. Puis là, j'ai pas trop compris c'est quoi. Je sais que c'est designé par Takashi Yamazaki, qui est le réalisateur de Godzilla Minus One. Le réalisateur et directeur des effets spéciaux, parce qu'il faisait les deux. Ouais. C'est fou, hein, pareil, qu'il faisait les deux. Ouais, c'est quand même... débile. Ben, écoute, ça paraît à l'écran, j'ai envie de dire. Mais donc, c'est lui qui design cette nouvelle ride-là, qui inclura un genre de combat entre Godzilla et Mechagodzilla. Là, je suis comme... mais encore. C'est quoi? C'est comme un genre de petit train que tu vas suivre? Ben, c'est ça. Là, en fait, eux, ils appellent ça une splash ride. Fait que là, je suis comme, est-ce que ceci... On m'appelait comme ça au collège. Non, la pitoune kaiju. Ouais, c'est comme une pitoune. C'est-tu une glissade d'eau? C'est-tu... Je sais pas, mais là, tout ça me fait dire que, donnez généreusement au Patreon pour me payer mon deuxième voyage au Japon. On n'a pas payé le premier. On n'a pas payé le premier. Ben, justement, d'ailleurs, il faudrait qu'on s'en reparle. C'est des factures, là. Oui, d'ailleurs, le Visa m'a appelé aujourd'hui. Il aimerait bien ça que je les paye. Monsieur Visa, oui, Monsieur Visa lui-même. Bonjour, c'est moi, Monsieur Visa. Ah oui, donnez-moi donc le numéro de votre carte que je confirme. Hey, pauvre, veux-tu me donner ton argent, s'il te plaît? Tout ça pour dire que... Ça a l'air que Takashi Yamazaki avait déjà designé un manège dans ce parc-là. Ouais, il fait et que donc, ça serait la suite de ça qui s'appelait Godzilla The Ride aussi. Giant Monster Ultimate Battle. Puis là, ça, je me suis dit, ceci existe déjà, donc je peux aller voir c'est quoi. Puis là, ça a l'air d'être un genre de volcanosaure pour les gens qui ont notre âge. Oui! Mais avec un film qui inclut un gros combat de Godzilla contre King Ghidorah, puis là, t'as l'air d'être pris à l'intérieur. Sauf que là, dans ce que j'ai regardé, il n'y avait pas de splash. Fait que là, je sais pas si c'est vraiment aussi un volcanosaure ou si là, les gens qui sont plus jeunes, c'était quoi? Après, il y avait une affaire de Bob l'éponge là, dans cette affaire. Ben, écoute, moi, la dernière fois que je suis allé à la ronde, je pense que c'était en 98. Fait moi, ça devait être avant ça. Mais là, pour les jeunes ou plus vieux, le volcanosaure, c'était un genre de film immersif. T'étais comme assis comme au cinéma, sauf que ton siège, il bougeait, mais plus qu'un D-Box, là, genre. Plus qu'un D-Box, Fier descendant d'Hydroid 94, qui était la première itération de cette technologie-là. Moi, ça m'avait complètement renversé, là. La première fois on s'assoyait dans un cinéma, puis on se faisait shaker, là. On pensait que c'était le futur. Mais c'était le futur. C'était le futur. En 94, c'était le futur. C'était le futur de 94. Ouais. Excuse-moi, Laurent, continue. Mais c'est pas mal ça. Fait que là, je sais pas si le Splash Ride sera en fait un genre de volcanosaure. Puis là, j'ai pas tout regardé le vidéo du manège le premier, parce qu'il y avait comme une jeune fille dans l'assistance qui était très réactive et qui criait « Ah! Beaucoup longtemps pendant le 15 minutes de la ride, je sais pas t'as fait ça longtemps. Mais tu peux surtout pas l'écouter au travail. Oui, c'est ça que j'ai fait, mais heureusement, c'était une journée plutôt calme aujourd'hui, fait que il y a juste mon collègue qui était comme qu'est-ce que t'écoutes? Ouais, c'est ça. Ta porn est différente aujourd'hui, Laurent. Oui, j'ai remarqué sa porn était différente. Hey, j'ai rencontré Sylvain, puis je suis passée te voir jeudi. Ah oui? Ben j'y étais. Attends, non, jeudi, en tout cas.
mercredi, je sais pas. Une journée où t'étais pas là cette semaine, puis j'ai rencontré Sylvain. J'avais jamais rencontré. Sylvain, ton collègue, c'est ça? Sylvain, mon collègue, oui. C'est lequel, celui-là? C'est mon collègue le plus récent, qui est un Français. Ah, OK. J'y ai pas parlé, ça veut dire. Non, mais tu l'as peut-être croisé. Ça se peut. Parce que pour l'anecdote, à chaque fois que... Parce que souvent, je fais ça, je pars de ma job, puis je monte. Je travaille dans le centre-ville, puis je monte ce qu'il y a dans mon quartier. Ça prend 1h30 à pied. Puis quand je passe marche beaucoup. Oui, je marche beaucoup. Puis quand je mets des podcasts, puis j'écoute des affaires. Puis j'ouvre la porte de Planète BD, puis je dis « J'exige votre meilleure bande dessinée! » Puis ce gag-là, il lit très bien à chaque fois. C'est drôle parce que j'ai plusieurs amis qui ont des gars. Il y en a un qui sont où vos Willy Bill, l'autre c'est cherche des Harry Potter. Genre, tous mes amis ont leur catchphrase de librairie. Genre. Puis quand on rentre, il y a comme des applaudissements, puis du monde fait wouh dans un sitcom. Ouais. C'est malade. Il faudrait que je me travaille écoute, si tu commences à passer plus souvent, ça t'arrivera aussi. Non. Des fois, mais je suis passé tantôt devant. Mais il pleuvait tellement fort que j'ai pas pris le temps d'arrêter parce que je m'en viens d'ici. C'était dégueulasse. Ah oui, t'as marché même dans... J'ai pogné la grosse pluie d'hier et aujourd'hui. Ouais, les 2 fois. Gros calme, mais c'est bien correct. Ça fait partie de l'expérience humaine. Il y a pire dans la vie. On dit, on n'est pas fait en chocolat. Non. Voilà, c'était tout pour moi. Merci Montréal. Merci Montréal. Bravo. Hey. T'avais-tu autre chose, toi, Val, de ton côté? Ouais, j'ai vu un petit court-métrage vraiment nice qui a quand même été nominé aux Oscars. En fait, il a gagné l'Oscar pour le best court de live action en 2025. Puis c'était passé en dessous du radar pour moi. Fait que j'ai écouté I'm Not a Robot. C'est un film hollandais réalisé par Victoria Warmerdam. Excusez mon néerlandais, il soque. C'est vraiment un petit bijou que je recommande à tout le monde. Son Oscar est amplement mérité. C'est l'histoire d'une jeune femme dans la trentaine qui est genre productrice de musique, tu sais, qui travaille chez un producteur de musique, là, tu sais, dans un beau open space, à la page. Puis là, ils sont tous devant leur ordi, puis leur journée de travail, tu sais, est en cours. Puis elle est à son ordi, puis elle est là en train d'essayer d'entrer ses identifiants dans son logiciel de travail pour fucking commencer sa journée, petit café, nanana. Puis là, voyons, elle est pas capable de réussir le fucking CAPTCHA. Puis là, le mot du CAPTCHA. Puis là, elle réessaye. Puis là, elle appelle le technicien, puis elle est comme, bon, là, il s'est passé telle affaire. Tu sais, genre, les 4 premières minutes sont d'une platitude incroyable. Puis là, après avoir fait quelques troubleshooting, le tech, il demande bon, OK, je sais que c'est délicat, là, parce que là, t'as fait on and off, t'as rebooté, nanana. Je vais te poser une question un peu indiscrète. T'es-tu un robot? Est-ce que tu serais un robot? Puis comme, de quoi tu parles, là? Tu sais, genre, quoi? Puis là, elle raccroche, puis tu sens qu'il y a quelque chose qui a shifté, là. Il y a quelque chose qui va pas. Oh non! Fait que là, le reste du film, les genre 17 minutes restantes, t'amènent dans une espèce de vortex complètement tordu et extrêmement dense et philosophique et genre abyssal de OK, mais tout d'un coup que je suis un robot pour vrai. Qu'est-ce qui se passe? Là, elle appelle son chum, puis là, elle apprend qu'elle est un robot. Ah, OK. Et là, tout le reveal par couche stratifiée t'amène dans le confin, genre de, comme j'ai dit, de cet abysse-là, là, de A à Z, c'est du fucking génie. Puis ça répond essentiellement à la question qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, en fait? Ça m'a fait penser aux mimes très drôles de genre qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? Est-ce que c'est l'empathie, notre reproduction sexuée, la capacité à se lier d'amitié avec les uns les autres? Non, c'est notre capacité à identifier les réverbères sur cette image. Tout ça m'a fait rire, mais ce film-là est vraiment comme renversant. Puis il est gratis sur le site du New Yorker. En fait, vous pouvez le pogner gratis sans interruption publicitaire sur le YouTube du New Yorker. Fait qu'allez-y. Wow. Rappelle donc le titre, s'il te plaît. C'est I Am Not a Robot, Ich bin kein Robot de Victoria Warmerdam. C'est avec Ellen Paren, Henry Van Loon, Tekla Rutten. Puis c'est sorti le 23 septembre 2023. Je ne saurais trop vous recommander cette petite chose délicieuse. Cool. Ah, ben, je suis curieux. Je vais aller C'est très bon. à ça. En parlant de curiosité, je parle encore d'X-Files. Yay! Parce que ça a donné de même. Ça a donné comme ça. Il y avait pas. J'avais pas prédit la mort, malheureusement, Ben, pas malheureusement que je l'avais pas prédit, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ben, au moins, tu parles pas de Kevin Smith, c'est correct. Ah, ben non, ben j'allais le plugger. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Je trouve tout le temps de façon de le plugger. La semaine prochaine, des risques, on parle d'un truc de Kevin Smith avec Johan. Ouais. Ben, c'est parce que Jane Salba meets Archie qui s'en vient.
cette semaine. J'ai réservé ma copie. Est-ce que tu as réservé ta copie, toi? Ben non, j'ai oublié. T'as oublié? Ben appelle ta librairie locale, puis présente-toi ça. Je m'y empresse. Non, on va peut-être parler de ça. Je peux pas le promettre, là, parce que ça va être... il faut que je le trouve pour Yoann, mais on revient là-dessus. Anyway, on va parler de Kevin Smith. J'ai une nouvelle concernant X-Files. Je sais pas si tu te souviens de Laurent, du film qui avait été sur les écrans en 2008 de X-Files I Want to Believe, qui est le deuxième film. Oui. Ouais. Je m'en rappelle. Toi aussi, tu l'avais vu, Val, dans le temps? Ben ouais. Je sais pas pourquoi tu demandes juste à Laurent. Ben, j'ai assumé que tu n'écoutais pas X-Files, je suis désolé. C'est un film qui est sorti entre la saison 9 et 10, qui était un film, comment dire, très confus, très décevant, très... tu sais, c'était assemblé d'une drôle de manière. Puis là, 2 décennies après la sortie du film, ou presque, il va y avoir un Director Scott qui va être fait par Chris Carter, qui a écrit et qui a aussi réalisé le film, puis il faut le dire, qui est le créateur de The X-Files. Il en a parlé au podcast de David Duchovny, celui qui jouait Fox Mulder dans The X-Files. Ça s'appelle Felt Better with David Duchovny. Tout le monde a un podcast, dude. J'en ai 2, moi. Fait que toi, t'en as 3. Fait que toi, t'en as 2, techniquement. J'en ai 2. T'en as 2, toi aussi. Ben, elle en a sûrement 2 aussi. J'en ai pas, mais j'en voudrais un. Bon, ben, travaille là-dessus. Travaille là-dessus. J'ai besoin d'un producteur. Galette de riz avec Valérie Gria. Donc, il y a un Director Scott qui s'en vient de ce film-là. Puis, au dire de Chris Carter, puis là, je mets quand même des bémols. Là, un bémol, je vais voir quand le film va sortir. Il dit qu'à l'époque, c'était un film qui était beaucoup plus violent, voire épeurant. Puis, la censure l'a beaucoup, beaucoup tronqué. Ce qui pourrait peut-être expliquer en partie le fait que le sujet film était rough, me semble. Oui, c'est un enlèvement. Il y a des effets. Je pense que c'était comme des expériences aussi sur les gens. Ouais, c'est comme une transplantation. Il y avait une affaire de transplantation de tête, me semble, qui était comme... Ou on se mélange avec l'épisode des Simpsons avec Burns qui se fait transposer la tête. En tout cas. Fait que là, à l'époque, c'est que le film est devenu... Ce qui pourrait expliquer le fait que le film est devenu un peu disparate, un peu confus. Donc on va voir. Il n'y a pas d'annonce officielle encore de 20th Century Studios. Peut-être que c'est une initiative personnelle de Chris Carter. Ça n'a pas été spécifié. Puis... pas de date de sortie non plus. Donc, on va voir ce qu'il en est. Mais je suis très curieux de voir si cette Director Scott va être meilleure que l'original. Je suis curieux, mais je peux pas dire que j'ai confiance. Moi non plus, parce que même Chris Carter, les épisodes qu'il avait réalisés dans la saison 10... Ben, c'est ça, 10 et 11. Ouais, c'était pas lui les bons épisodes de ces saisons-là. Non, au contraire. C'était même gênant. Ouais. Fait que je peux pas dire que je suis enthousiaste. On va voir. Il y a une espèce d'obsession pathologique à ne pas vouloir laisser les choses mourir aussi, là, puisque je vous ramène à 28 années plus tard. Tu sais, let lying dogs die, genre comme, vas-y, là. Mais let's go. C'est en même temps incroyable, parce que j'ai joué en fin de semaine à Robocop Rogue City, qui est le nouveau jeu de Robocop avec la voix de Peter Weller, qui est dans le film. Qui était au Comic-Con. Qui était au Comic-Con, d'ailleurs. Professeur, doctorant en histoire de l'art. Il vient de sortir un livre. Nice. Sais-tu sur quoi il travaille? Ah oui, j'avais vu le sujet parce que je le suis sur Instagram, puis vraiment, il connaît c'est un doctorat, il connaît son sujet. C'est comme sur l'art de la Renaissance, surtout. Quelque chose comme genre, ça. Puis Léonard de Vinci shit. Ouais. Puis il fait des parallèles avec la culture pop dans ses stories Instagram. Il est vraiment... je sais pas s'il était aussi actif avant la sortie de son livre, mais là, dans ce moment, il est dans un élan. Là. Il est clairement en promotion. Mais je jouais au jeu, puis je me dis, c'est quand même fou que je joue à un jeu qui est basé sur quelque chose qui est sorti dans les années 80, il y a plus de 30 ans de ça. Et je suis dans l'univers de ce film-là que j'ai vu quand j'étais TQ. De la même manière que quand j'ai joué au jeu de Ghostbusters en 2009, j'étais dans l'univers de Ghostbusters, au film que j'ai vu dans les années 80, puis je joue l'univers de cette... Tu sais, il y a de quoi de... C'est vrai qu'on laisse pas les choses mourir. D'obsessif? Je dirais pas nécessairement obsessif, quoique ça peut l'être, mais tu sais, juste le concept, je trouvais ça beau. Je trouvais ça hot de pouvoir visiter ces lieux-là qui étaient avant des lieux comme en 2 dimensions sur mon écran. Puis là, je peux m'y promener. Ben, c'est super intéressant parce que les nouvelles technologies rendent ces univers-là expansifs. Puis comme tu as dit, on peut maintenant les aborder d'une autre façon, voire les habiter carrément. Oui. Fait que tu sais, c'est jamais le même objet essentiellement. Mais je trouve que cette espèce de rengaine-là, moi je l'appelle une obsession, qui peut être hyper satisfaisante, qui peut faire littéralement du bien, voire le bien. Je trouve que ça nous empêche d'écrire des nouvelles histoires. Puis ça peut peut-être aussi nous désentraîner
puis nous déshabituer à aller vers des choses inconnues, ce qui est naturellement pas notre propension de toute façon. Fait que moi, je veux juste dire que des fois, c'est le fun d'aller voir ailleurs si on y est. T'sais. Ouais, je pense voilà. Que un autre morceau du puzzle, puis on en a déjà parlé à l'émission, les franchises aujourd'hui ont déjà les franchises établies ont déjà un aspect de... Elles sont connues, donc un aspect publicitaire qui est déjà entamé. C'est plus facile. Le plaisir de la reconnaissance. Oui, mais la promotion est plus facile aussi. Imbattable. Oui, c'est ça. Ça oui, parce que c'est de l'argent. Ça aide. Mais en même temps, j'ai découvert des petits films très cool dans les dernières semaines qui pourraient plus faire partie du milieu indépendant. J'ai écouté, j'en ai-tu parlé la semaine passée? J'ai écouté The Monkey de Oz Perkins, le réalisateur de Longlegs. Puis c'est une comédie d'horreur qui m'a fait beaucoup penser à un genre de film de roadkill, mais tu sais, avec la photo de Longlegs. Parce que tu splouches en sacrament dans The Monkey. Mais maudit que j'ai eu du fun. Puis de I Saw de TV Glow, il y a une couple de semaines dont j'avais parlé aussi. C'est-tu bon, ça? Hein? Moi, j'aimais ça. Il y a des gens qui ont détesté ça. Mais moi, tu vois, sur le coup, j'étais comme, non, c'est correct, mais je suis comme hanté par le film encore. T'es hanté par le film? Oui. J'y pense souvent. À cause du sous-texte queer? Ou à cause je sais pas, juste... Ben, je veux dire, le sous-texte est vraiment intéressant, mais juste l'espèce de... Vivre une vie qui est pas la tienne. Ouais, mais l'espèce de dépression mélancolique du film est comme resté avec moi, puis je dis ça positivement, malgré que ça ne sonne pas. Là. Je trouve que la vibe de ce film-là m'a atteint d'une façon que je n'avais pas vu venir en le regardant. Ah, moi, c'est tellement un sentiment qui est familier chez moi que j'étais comme « Ah, hello, old friend. It's you again. » Donc, ça donne pas... c'est pas apaisant de voir ou d'entendre ou d'apprendre que ce sentiment-là qui t'habite, c'est aussi celui qui habite plein d'autres personnes. Oui. Ça crée une espèce de fraternité. En fait, oui et non. Si c'est du monde comme vous autres qui l'ont, je suis comme « Ah, c'est rassurant. » Si c'est du monde en général, je m'en fous. Mais on est tous du monde en général, Ben. Non, vous n'êtes pas du monde en général. Vous avez une dimension que pas tous les gens ont. Vous avez du volume que c'est pas... Ben, c'est-tu pourquoi on a du volume? Parce que tu nous regardes avec attention. Ah, je suis pas sûr que c'est juste ça. Je pense pas que c'est juste ça. Ouais. Écrivez-nous en commentaire. Qu'est-ce que tu avais d'autre, toi, Laurent, de ton côté? Ben, parlant de splouche... qui est aussi une catégorie de porn. On va-tu parler de porn pour vrai? Ben oui. Non, vous pensez tout le temps à mal. C'est... on peut écouter le film de Star Trek duquel a été retiré les scènes de porn, Star Trek The Next Generation, de Porn Parody, qui a été mis sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Puis je dois dire que ça avait l'air d'un Christy de bon épisode. On devrait faire un spécial porn. On l'a déjà fait pour Batman de Porn Parody jadis, il y a très longtemps. OK. Ouais. Mais c'est vrai qu'on parle jamais de cul. Non, deux fois. Je dirais pas jamais. Mais là, c'était pas là que je vous amenais. Je vous parlais du splouche sanguignolant. Parce que c'est Fantasia qui s'en vient à grands pas. D'ailleurs, ils ont annoncé leur troisième vague de films et mis en vente les billets pour le festival dans un même souffle la semaine dernière. Donc, le festival qui a lieu dès le 16 juillet prochain. Yes, c'est très bientôt. C'est dans genre une semaine, ouais. C'est fou. C'est fou quand même. Puis là, c'est pour ça que je te demandais tantôt, Ben, parce que là, si quelqu'un venait parler de film, là, j'allais pas faire aller mon Rolodex pour la semaine prochaine. Ben, c'est ça, mais là, moi, on peut avoir des accréditations de presse. J'en prendrais pour aller voir plein de peut-être pas des passes, mais on peut sûrement avoir des billets, si on demande. Nice. Bon. J'ai spoté une couple d'affaires déjà. Notamment le film de fermeture qui s'appelle Fixed, qui est un film d'animation de Jendy Tartakovsky, qui est un héros de moi-même, comme on dit en bon français. De toi-même? Un héros à toi? C'est un hero of mine que j'ai traduit tout croche. Qui est le gars de l'animation qui est derrière Samurai Jack, Primal, Star Wars, Clone Wars. Oui. C'est comme un génie, ce gars-là, et qui est aussi mystérieusement derrière Hôtel Transylvania. Il a travaillé sur Hôtel Transylvania? Oui, il a réalisé les deux premiers. Je m'explique mal ça. J'imagine qu'il faut bien manger puis qu'après remplir les coffres pour faire ces espèces de projets complètement. Le premier était bon. J'ai pas vu l'autre. Oui, c'était correct, là, mais ça n'a pas le genre de... Non, c'est pas Samuel Jackson ou... Ouais, tu sais, moi, Samuel Jackson. Samuel Jackson. Samuel L. Jackson, c'est ça que j'entends. Moi, Primal, là, c'est sa série de dinosaures, là.
Oui, ben, entre autres. Ouais, non, mais c'est insane. C'est peut-être l'affaire la plus capotée que j'ai vue de toute ma vie. C'est tellement bon. D'ailleurs, tu veux pas nous dire si t'as aimé ça le dernier? Ah, ben, le dernier Jurassic World. Ouais. Eh ben, je garde ça pour le média qui m'a permis de voir le film en avant-première, c'est-à-dire C'est quoi le Raptor? Personne qui écoute ça. Podcast. Dis-le là, si t'aimais ça. Oui, ben, non, écoutez, moi, de voir ça. vous écoutez, on va décortiquer ça de long en large dans le prochain épisode qui devrait sortir d'ici une dizaine de jours. N'importe quoi. 10 jours, t'as l'occasion là. En gros, j'ai aimé des affaires puis j'ai haï des affaires. T'as haï? C'est rare que t'as haï des choses dans le j'ai la direction que ça prend. Peux-tu juste te demander, est-ce que tu le conseilles aux gens? Moi, je suis en train de prendre des notes là, pour si ça Fantasia. vous intéresse, encore des Jurassic Park, oui. Si vous êtes comme complètement dégoûté, je veux dire, c'est mieux que les deux derniers d'avant, je vous dis. Ouais, mais la barre était pas haute. Ben, c'est ça. Ok, excuse-moi, j'ai ouvert une porte, là, mais continue avec Fantasia. Qu'est-ce que tu disais, Val? Excuse-moi. J'étais prête à prendre des notes pour Fantasia. Donc, Fix de Jandy Tartakovsky, il donne un prix pour je sais plus quoi, il donne des prix à Fantasia, puis donc il va être là lui-même. C'est un film, en gros, si j'ai bien compris, de chiens qui vont se faire chopper les bases et qui essaient de profiter de leur base le plus possible, d'où le splush. Tiens donc. Avec des voix de Idris Elba, Catherine Anne, Fred Armisen, fait que déjà un gros cast. C'est de la base. Et ouais. J'ai aussi noté un film de 1985, un animé qui s'appelle Angel's Egg, l'œuf de l'ange, qui est un truc qui était sorti originalement en OVA, qui est comme l'équivalent animé de genre direct en vidéo, mettons, à l'époque, mais qui est réalisé par Mamoru Oshii, que vous connaissez sans doute mieux pour être l'auteur derrière Ghost in the Shell. Oh. Et ce film-là a été comme super tough à trouver pendant longtemps, puis tout. Puis là, il vient d'être revampé en je sais plus combien de cas, puis il va passer à Fantasia. Ça a l'air vraiment complètement space. Si, comme vous vous rappelez de Ghost in the Shell, moi, à chaque fois que je le regarde, je suis comme, je comprends rien, en fait, mais j'ai du fun. Fait que je m'attends un peu à ça. Fait que, c'est tellement différent du ton du manga. Le manga est tellement humoristique. Là. Oui, mais aussi le manga, je comprends rien, mais j'ai du fun. Ouais. Mais c'est vrai que c'est moins moody que le film. J'ai spoté aussi un film qui s'appelle Brrr. Qui n'est pas grrr. Qui est pas grrr, qui est pas rrr, qui est pas roar. Non. C'est la version québécoise d'un film qui s'appelle The Uncanny, réalisé par Denis Héroux, qui est mettant en vedette Peter Cushing et deux grands Donald, c'est-à-dire Donald Pleasance et Donald Pilon. Ils se sont croisés dans un film. C'est un film à sketch, fait que je sais pas s'ils se sont vraiment croisés. Non, mais quand même, t'as même pas besoin de te lever puis t'as deux Donald dans ta propre projection. Deux grands Donald. Deux grands Donald. Il manque juste Ronald McDonald, puis là t'as la trilogie 5. C'est vrai, puis Donald Duck. En gros, ça a l'air d'être un film à sketch autour de chats maléfiques. Les chats sont donc qui a été tourné au Québec par un Québécois, Denis Héroux. Je suis pas sûr qu'il a réalisé beaucoup, mais c'est un grand producteur de films. Puis c'est ça. Puis là, il projette la version québécoise, donc avec des voix familières d'ici, si jamais ça vous intéresse. J'ai aussi un film qui s'appelle Blank Canvas, My So-Called Artist Journey, que j'ai spoté parce que en lisant le synopsis, je me suis dit, je connais cette histoire-là. C'est l'adaptation d'un manga de Akiko Higashimura, un manga en 5 volumes, une courte série qui s'appelle Trait pour trait, qui est un manga autobiographique sur ses débuts, en fait, ses études aux Beaux-Arts, alors que elle, ce qui l'intéressait, c'était de faire du manga et de l'espèce de dichotomie entre les Beaux-Arts et les arts plus populaires. Un manga que moi, personnellement, j'ai pas lu, mais que j'ai plusieurs collègues qui ont vraiment beaucoup trippé là-dessus. Fait que je pense que le film, il va être chouette. Sinon, rapidement, j'ai spoté... Il y a comme des films d'horreur et ou d'animation qui ont des origines qu'on voit pas souvent au cinéma. C'est-à-dire des films d'horreur du Kazakhstan, du Bangladesh, des films d'animation de la Lettonie et de l'Iran. Yes. Je sais pas ce que ça vaut, mais ne serait-ce que pour l'exotisme de la chose. Des fois, ça m'est arrivé à Fantasia de me dire j'ai jamais vu de film de ce pays-là, puis de faire comment, ouais, mais c'est comme
un peu cliché. Le film de zombies israélien, il était pas... Mais combien de fois tu vas avoir des films qui viennent de là? Ben, c'est ça, mais en même temps, c'était quand même très comme by the numbers. Fait que je suis comme, on dirait que je suis un peu méfiant, mais pour vrai, les pitchs, il était alléchant quand même. Sinon, un autre vieux film, c'est les 20 ans d'un film japonais qui s'appelle Funky Forest. Qui repasse à Fantasia et que moi j'avais vu à un des Fantasia qui était à la maison. Là. C'est aussi le nom qu'on donnait à Étienne Forêt quand il était jeune. Funky Forest? Moi je l'appelle encore comme ça. Mais appelle-le Funky Forest la prochaine fois que vous voyez. C'est ça. Et je vous jure, moi c'est ça, je l'ai vu en pandémie ce film-là quand il y avait des classiques de Fantasia pendant qu'on pouvait visionner là, pendant ceux qui étaient en ligne à la maison. Et c'est... Tu sais, la dénomination What the fuck Japan, je pense qu'il prend ses origines dans ce film-là. C'est aussi un film à sketch, mais il y a des choses que j'ai vues dans ce film-là que genre j'en reviens toujours pas que j'ai vu et que j'ai jamais rien vu de tel encore. C'est une comédie, mais c'est une comédie très, très, très fucking weird, Cronenbergesque. En tout cas, je chaudement recommandé si vous voulez voir des affaires que vous avez jamais vues. Vendu. Voilà. Et sinon, il y a un film qui s'appelle All Guys in Bed, qui m'a l'air... qui est un film québécois aussi. Et je le signale parce que c'est le premier film d'un réalisateur qui a 73 ans, mais qui est aussi un acteur que j'aime beaucoup, qui est Jean-Pierre Bergeron, qui est un... comme qui vous dit rien, mais qui est comme ah oui, ce gars-là, si vous voyez sa face, là, il jouait dans Les Doigts croches, puis Sur le seuil, il fait un des prêtres là, à la fin. En parlant de Doigts croches dans Sur le seuil. Oui, c'est vrai, c'est deux films, mais c'est la même prémisse. Mais moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui est un peu plus, c'est ça, un character actor, puis c'est son premier film, puis je trouve ça cool. Que il jouait aussi dans le Cruising Bar, il faisait... je me rappelle un petit caméo quand un des personnages va faire de la poudre là, dans les toilettes, il se fait pogner par ce gars-là. Ce gars-là, je me rappelle la scène. Je me rappelais plus que c'était lui. Bon, ben, tu vois, c'est un agent du chaos. Voilà, mais je l'aime beaucoup, fait que je suis très curieux de voir son film. Un film qui a l'air d'être comme des gars vieillissants qui se mettent sur Tinder, sur Grindr, en fait. J'ai l'impression, fait que c'est comme un sujet aussi qui est peu aborté, je pense, le dater, les homosexuels qui datent à un âge plus avancé. Fait que, voilà. Excellent. Hey, il y a 2 aussi autres soirées que je veux plugger. J'ai pas tous les détails, mais vous irez voir sur le site du Festival Fantasia. Mais notre ami Rémi Fréchette. Je l'avais noté. Il y a 2 soirées. Il lance, en fait, Time Man qui va être projeté en salle au cinéma du musée durant le festival. Time Man a été projeté en première à Space l'année dernière au Théâtre Plaza, si je me souviens bien, sur Saint-Hubert. Et par la suite, il a fait son apparition. Il a été projeté dans le cadre d'un cabaret au Québec Cinéma avec un live band qui a d'ailleurs fait la trame originale. Mais c'était de l'improvisation. Puis bon, il retenait la trame originale pendant la projection. Mais là, on parle d'une vraie salle de cinéma adaptée au cinéma du musée. Puis aussi, il va projeter ou va lancer sa VHS. Il va imprimer 100 VHS. De tirer là-dessus, il met plein de courts-métrages sur lesquels il a travaillé. Je pense que c'est 1h30 de court-métrage. Puis il s'est donné, je suis allé chez lui en fin de semaine pour enregistrer un bifurcation parce que Rémi fait bifurcation avec moi. Donc, on est allé enregistrer des petits segments. Et là, il m'a montré ses affaires. Il y a des pochettes. Il s'est imprimé un petit manuel avec une pochette par-dessus, là, un genre de sleeve, des autocollants pour l'étiquette en hologramme. Donc, vous allez pouvoir réserver votre VHS. Ça vous tente 25$ la copie. Il n'en fera pas d'autres après. Et c'est contenu là-dedans. Là, c'est plein de courts-métrages sur lesquels il a travaillé au fil des années. Donc, vous allez voir ça. Puis, il fait le lancement au cinéma du musée. Il en a parlé durant Bifurcation, donc je le mentionne ici. Là. Il va avoir un lecteur VHS sur scène. Il va arriver avec la cassette, puis il va faire jouer. Ah oui, on va littéralement checker la VHS. Exactement. Wow, c'est le transfert VHS sur l'écran 4K du cinéma du musée dans le cadre de Fantasia. T'avais-tu la date exacte? Tu m'avais dit que tu l'avais noté, parce que je sais que c'est le 23 et 29, mais je sais pas c'est lequel qui est lequel. J'avais noté que ça allait se passer, mais j'ai pas noté la date. OK, mais c'est le 23 puis le 29. Là, c'est les 2 événements auxquels Rémi participe cette année. Il travaille plus pour Fantasia, mais je suis content qu'il soit ramené. Puis d'ailleurs, il va travailler aussi comme, je pense que c'est membre du jury des courts-métrages internationaux.
Donc, bravo à Rémi, qui se donne beaucoup et qui vient d'avoir une subvention, d'ailleurs, pour la réalisation de son adaptation du court-métrage Night of Sweat, qui va faire en long. Fait que sur de lancer, ce gars-là n'arrête pas depuis des années. Là, il est dédié. Puis vous l'entendez avec moi à Bifurcation là, quand on parle de cycle de plein d'affaires de cinéma. Donc, êtes-vous sorti de l'Euroven? On est sorti en fin de semaine. On a fait Elle, qui m'a étrangement plu. J'ai vraiment aimé ça. Je m'attendais vraiment pas. J'ai écouté ça un vendredi soir. Personne ne voulait rien faire. Fait que je me disais, bon, écoutez, Elle, un genre de rape and revenge movie à la française. Je sais quand je vais me faire suer. Puis non, au contraire, j'ai été absolument absorbé par le jeu d'Isabelle Huppert. Elle est incroyable. Elle porte le film sur ses épaules. Puis l'autre, c'est une affaire de nonnes là, qui font du ciseau. Oui, Benedetta. Ça, faut pas t'en triper là-dessus. C'est son dernier. Qui avait joué en première au Cinéma L'Amour à Montréal. Ah, ben je peux comprendre, mais moi, tu sais, le non-expectation, puis le film est plus que ça, là, mais c'est pas quelque chose qui me plaît bien. Puis, c'est pas ton kink? Non, c'est vraiment pas mon kink. Mais il y a des trucs très subversifs dans le film, dont un gars de Michet taillé à même une statuette de la Vierge Marie. Ah! C'est quelque chose. Basé sur une histoire vraie. Toi, Val, t'avais quoi de ton côté? Moi, j'ai fait le tour de mes petites nouvelles. Parfait. Moi, j'en ai plein d'autres. J'ai plein de choses, en fait, à vous dire, mais c'est trop décousu. Ah, OK. Moi, j'ai hâte qu'on parle de la BD. OK. Ben, regarde, moi, je vais passer à travers mes nouvelles, puis Laurent, si t'en restes aussi, il m'en reste un peu, ouais. Parfait. J'ai lu. Moi, je suis abonné aux séries de Star Wars du côté de Marvel Comics, qui remplissent le canon entre les livres, des fois qui sont liés à certains livres qui sont publiés. Puis j'ai lu Star Wars The Battle of Jakku, qui rassemble 3 mini-séries, Insurgency Rising, Republic Under Siege et Last Stand. Donc ça, c'est une période qui se passe après Return of the Jedi. Puis ça a déjà été pseudo-abordé dans certains livres, puis même dans des jeux mobiles. Et le comic book se voulait être un espèce de complément à cette période-là qui a déjà été adressée. Puis pour faire ça rapide, là, c'est une série qui a été écrite par Alex Segura, qui est rejoint par plusieurs artistes qui ont probablement travaillé sous pression ou qui en sont à leur premier projet, parce que c'est vraiment pas bon. C'est excessivement décousu. Je pense que ce qui est le fun des comics de Marvel, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir tout lu pour comprendre, mais là, j'ai l'impression qu'il me manquait énormément de morceaux. Donc, c'est soit qu'il manque des morceaux, ou soit c'est une adaptation un récit qui n'est pas très bien construit, mais ça se perd, ça va dans toutes les directions. C'est franchement mal dessiné, et ça complète pas du tout mon canon de cette période-là. Cette période-là qui m'intéressait, somme toute, puis j'étais un gros nerd de Star Wars, fait que je me disais, hey, ça, c'est fait pour moi. Mais j'ai trouvé ça excessivement confus et décousu. J'aurais aimé ça plus aimer que ça. Écoute, si vous êtes fan des comics, vous êtes vraiment fan de cette période-là, puis vous lisez tout ce qui sort de Star Wars, j'imagine que vous allez trouver votre compte, mais moi, j'ai pas aimé ça. Mais c'est quelle période? C'est juste après Return of the Jedi, et c'est une période qui amène au Battle of Jakku. Ça, c'est l'espèce de combat final entre l'Empire et la Nouvelle République dans le nouveau canon qui est instauré il y a quelques années de ça. Puis ça a été un peu abordé dans certains romans, puis comme je disais, des jeux, puis ici et là, mais c'était une des premières fois que le comic book, je pense, l'adressait directement. Puis écoute, on nous rajoute plein de personnages secondaires, beaucoup de... Tu sais, la scène dans les Scooby-Doo, quand ils partent d'une porte à l'autre, puis ça sort, puis c'est fini. Puis ça me fait penser à ça, ma version écrite, puis dans Star Wars. On n'arrête pas de jumper dans... Marivaux. C'est quoi un Marivaux? Marivaux, c'est un auteur de théâtre qui a comme un peu inventé la comédie d'erreur, puis Mistaken Identity, puis genre, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une porte qui se ferme, puis là, on se court après, puis là, la soubrette sort, puis là, c'est la bonne, puis c'est ça. C'est le principe, genre, dramaturgique d'erreur sur la personne et ou de slapstick, genre, là, c'est un peu ça. Là. Ça doit être intéressant, mais en ce cas-là, Marivaux... quand c'est voulu, ça doit être intéressant. Oui, là, c'est juste non maîtrisé. Star Wars et les jeux de l'amour et du hasard, c'est pas tout à fait la même chose. Non, là, c'est plus au niveau plus structural là, que je parlais, là, mais... je le regarderai, cette affaire. Non, je suis curieux, moi. Vous pouvez le lire ou le voir. Non, mais la version Star Wars. La version Star Wars. Oui, sur scène, ça pourrait être drôle. Je vois un corridor, tu sais, dans la Death Star, là.
avec des portes sur des troopers qui sont comme attends un peu où tu t'en allais, ouais. Exact. Benny Hill un peu là. Exactement. Donc passez votre tour pour Star Wars The Battle of Jakku si vous avez l'occasion. Puis vraiment une petite nouvelle, puis je vais te redonner la parole, Laurent, dans 2 secondes. Yoann en avait parlé dans les dernières semaines. Yoann est vraiment bon pour ses analyses du milieu du jeu vidéo. Puis il prédisait l'effritement des exclusivités sur console parce que les entreprises, à un moment donné, ils veulent de l'argent. Hein? Ça ne vous surprend pas. Donc, il y a des murs qui vont éventuellement tomber. Et là, il y en a un autre qui vient de tomber parce que bientôt, dans un mois, sur Xbox, on va avoir finalement Helldivers 2, qui était une exclusivité PC et PlayStation 5. C'est un jeu qui avait été développé par Howard Game Studios et qui était distribué par Sony Interactive Entertainment. Puis là, tu as ça, c'est un autre indice que les exclusivités s'effritent. Donc, éventuellement, ça sera sur Xbox. Comme l'a déjà été aussi le jeu Indiana Jones and the Great Circle, qui était une exclusivité, pas une exclusivité, mais qui avait été développé par un studio de Microsoft et qui est maintenant aussi disponible sur PlayStation 5. Donc, les marchés commencent à se croiser. Et pour le joueur, pour le consommateur, c'est une bonne chose. Donc, ça s'en vient. C'est pas à acheter 58 consoles différentes. Qui coûte la peau du cul. Et sûrement que Yoann vous en parler prochainement, peut-être la semaine prochaine, mais il avait encore raison. Il avait prédit cette chose, notre cher Yoann. Toi, il te restait quoi, Laurent? Te rappelles-tu, Ben? Val, peut-être aussi, mais Ben, parce que je sais qu'on a déjà parlé. T'es là, t'es avec nous. Du village de Landerneau, en Bretagne. Je me souviens du village de Alice au Pays des Merveilles, qui était anciennement dans le parc La Fontaine. Oui, nous avions un zoo à même le parc La Fontaine. Les gens pensent que je suis fou quand je parle de ça, mais la cabine en pierre qui existe en plein milieu de la place, c'était la billetterie. Ça existait, c'est pas dans ma tête. Googlez-le, tabarnak. C'est vrai. Mais non, je sais pas de quoi. Mais c'est pas de ça que je te parle. Mais là, tu parles... Oui, je sais, c'est pas de ça. Tu parles de Landerneau, la commune de France, là. Oui, exactement. C'est-tu la fistine? Entre Pancran et Plouenderne. Viens-tu de Wikipédia ça? Je sais pas de quoi tu parles. Il les refait dans ses lunettes en ce moment. J'en parle parce que ils viennent de battre leur propre record de plus grand rassemblement de gens déguisés en Schtroumpf. Là, pourquoi on n'était pas là? On a encore manqué ce rendez-vous, Ben. T'es à 9h20 seulement de Landerneau. Ça coûte seulement 1152 $, se rendre. Ouais, seulement. Ouais. Plus le budget du maquillage bleu. Ce qui est arrivé, c'est que le record auparavant appartenait à un petit village allemand. Et il y avait eu 2762 Schtroumpfs. J'aime ça. C'était ça, le record. Et à Landerneau, il avait réussi une année à faire 3549 Schtroumpfs. Ça, c'est impressionnant. Ça c'est quand même impressionnant, mais le record avait été non homologué par les records Guinness pour un problème de paperasse. Il y a un document qui avait été mal rempli. Il y a eu erreur de procédure. Le record n'avait pas tenu. Donc... Là, ça y est, le record est officiellement battu avec seulement 3076 Schtroumpfs dans le village, c'est-à-dire au moins à peu près 500 moins de la fois qu'il y en a eu le plus, mais là, le record officiel, parce que là, ça prend que la paperasse soit remplie, I guess, est à 3076 personnes déguisées en Schtroumpf en même temps à Landerneau, en Bretagne. Donc, il n'en tient qu'à nous de rassembler assez de gens pour battre ça. Est-ce qu'il y a un Schtroumpf avec du poil dans le dos? Sûrement. D'ailleurs... Le Schtroumpf alpha. Le Schtroumpf alpha. Oh, wesh. Excuse-moi, Laurent, est-ce que ça t'est passé sous les yeux, ce fait-là? J'ai l'impression que ce que tu me racontes là, c'est quelque chose que je sais. Puis j'ai entendu, en rapport à ça, la rumeur comme quoi le maire avait fermé les débits de boissons volontairement cette journée-là jusqu'à X heures pour s'assurer... pour comme forcer les gens à se rencontrer à l'endroit prescrit. Ça a-tu rapport? J'ai pas vu ça, mais je serais ravi. C'est comme... Je sais pas qu'est-ce qui motiverait ça. C'est pas vrai que les gens vont se torcher habillés en Schtroumpf. Non, mais c'est parce que les gens ils sont tous habillés en Schtroumpf, puis ils se rencontrent, puis là, fuck off, c'est trop long avant que le gars des records Guinness fasse son comptage. On va aller prendre une bière. On ferme la ville, tout le monde dehors. Mais j'ai l'impression que c'est ça, genre... Ça se peut, imagine, bon, c'est long, là. Un Schtroumpf. 2 Schtroumpfs. Comment je fais la recherche maintenant? Un Schtroumpf est tombé. 2 Schtroumpfs. Oui, c'est ça. Écoute, ou c'est par rapport à un autre record Guinness, mais en tout cas, récemment, il me semble que j'ai eu...
tard le soir, des fois, je scroll puis je vois des affaires par rapport à ça. J'aime imaginer ça, par exemple, que le maire a comme décidé de fermer les débits de boissons dans la ville pour s'assurer que les schtroumpfs se rassemblent. Par fierté lui-même municipale. habillé en schtroumpf, en grand schtroumpf, il est comme, c'est pas vrai que les gens vont s'en aller avant que ce soit le temps. Puis c'est ça, est-ce que tu as vu des images? Est-ce qu'il y avait des variantes? Est-ce qu'il y avait plusieurs grands schtroumpfs? Oui, il y a plusieurs schtroumpfettes et grands schtroumpfs, effectivement. Okay. Si vous étiez un schtroumpf, quel schtroumpf seriez-vous? Ben, moi, j'ai toujours aimé le schtroumpf astronaute parce qu'il est très idéaliste. Le Cosmo-Schtroumpf. Le Cosmo-Schtroumpf, ouais, il est très cool, lui. Ouais, c'est vrai qu'il est cool. Ouais. Laurent? Bonne question. Je serais sans doute... Schtroumpf saucisse, arrête donc. Là, ouais, c'est clair. Schtroumpf saucisse. Ah, oui. Pour vrai, si tu vois, je suis une saucisse. Faut que tu sois le Schtroumpf saucisse. C'est clair. Oh mon Dieu. I wish. D'ailleurs, Side Schtroumpf, il y a un nouveau film qui sort. Un film d'animation qui, étrangement, se joue à Fantasia aussi. J'ai vraiment fait le saut en ouvrant la dernière infolette. Et en prévision de la promo du nouveau film, en ce moment, si vous êtes à Bruxelles, le Mannequin Piss, qui est souvent déguisé pour des fêtes diverses, est un petit schtroumpf qui fait pipi. Ah, cool. Vous pouvez le googler sinon, mais si vous êtes là, vous pouvez aller voir ça. Il y a tellement un film à faire avec ce rassemblement-là. Il y a tellement c'est malade, je regarde des vidéos en ce moment, là, puis c'est vraiment beau. Puis le monde, ils ont l'air à faire quoi? Ils parlent? Ben là, ils sont debout sur une terrasse et ils sautent. Il y a comme plein de grands schtroumpfs qui se sont trouvés, puis clairement, ils se connaissent pas, puis ils sont comme « Oh my God, toi aussi, ouais! » Puis tout le monde est hilar. Il y a quelqu'un dans un pub qui est comme « Non, mais arrête de tourner. » Il y a quelqu'un qui... Tu sais, tout le monde est vraiment renversé. J'aime genre l'idée que toutes les bancs de ces établissements-là dans la ville sont tachés bleus parce que le monde, ils vont boire. Il y a dû avoir du bleu pas mal. On voit qu'il y a beaucoup de gens habillés en grand schtroumpf. Il y a beaucoup de gens qui ont pris la décision de s'habiller en leader. Ouais. Il y a le ratio de schtroumpfettes est respecté par rapport à l'original. Il y en a comme 3 sur un échantillonnage de 300. Ouais, 300, ouais. Je serais curieux de voir effectivement une version film où c'est genre des underdogs qui sont comme on a un rêve de battre ce record-là. Ce serait un super documentaire. Ben oui. I wish. Et sinon, j'ai une dernière toute petite nouvelle. Si jamais vous êtes des nostalgiques de la revue Safarir. Ça revient, ça? De Pog? Ben non, pas cette fois-là. Tu te rappelles-tu que c'était revenu? Oui, je m'en souviens que c'était revenu. Reparler, puis on sait pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Je peux vivre sans Gabou. Mais il y a un autre dessinateur mythique du magazine qui s'appelle Serge Boisvert de Nevers, qui signait beaucoup des parodies et des séries. C'était quoi, Jeffy, qui était une affaire super trash. C'était un peu trash, Oui. Dans ma tête, c'était The Nevers tout le temps. Moi, c'était en anglais. The Nevers, peut-être. Écoute, mais je préfère que tu dises de Nevers, ça fait beaucoup plus raffiné. J'aimais juste Gros Con le monstre, moi. Ah, mais tu vois, lui, c'était pas Serge Boisvert de Nevers, c'était Mario Malouin. Mais bref, Monsieur Boisvert de Nevers expose à Montréal au Petit Bar au 3451 Saint-Denis du 3 août au 6 septembre. Wow. Et vous pouvez acheter des originaux. Ça faisait tellement longtemps que je n'ai pas entendu parler de ce gars-là que j'étais comme ceci existe. Aux dernières nouvelles, il était comme exilé dans l'Ouest canadien. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu des dessins de lui, peut-être. Mais bref, si jamais ça vous intéresse et vous avez une fibre nostalgie Safarir et que vous avez envie de posséder un morceau, 3 août au 6 septembre au Petit Bar, c'est le bar en face du Carré Saint-Louis, direct en face de la station Sherbrooke. Ouais, et c'est un vrai petit bar. C'est un corridor, c'est le bar qui porte le mieux son nom. Ça fait des années que je veux aller à ce bar-là. Je suis jamais rentré dedans. Ah ouais? Moi, oui, j'ai déjà vu un show là-dedans. Un show? Toi donc, ouais. Attends, il y a le band qui rentre dedans. Non, c'était un gars avec sa guitare. On s'entend parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre place que ça. Mais on dit que c'était beaucoup fréquenté par les ressortissants français aussi. Ah ouais? Je pensais que c'était le Barouf. Oui, le Barouf aussi, oui, c'est vrai. Ouais. Un dernier truc, là, puis on va prendre une petite pause avant de parler du gros crossover Aliens versus The Avengers ou Avengers. Il y a une suite au film de Crimson Tide qui est en préparation. Un film que j'ai écouté récemment après la mort de Gene Hackman qui jouait un des rôles principaux dans le film. Le film de sous-marin? Exactement. Sorti le 12 mai 1995, réalisé par Tony Scott qui mettait justement Hackman en vedette et Denzel Washington.
Et vous le réécoutez, c'est très bon. Très, très bon. D'ailleurs, une conversation geek dans le film qui sort absolument de out of fucking nowhere. Il y a 2 marins qui se battent et Denzel Washington intervient pour savoir hey, c'est quoi ce bordel-là? Puis, tu as l'impression que ça va être une affaire de filles ou une affaire de sport ou une affaire d'égo masculin mal placé. Puis ça l'est, mais je les comprends. Ils se tiennent à savoir c'est qui a fait la meilleure interprétation de Silver Surfer. Est-ce que c'est Mobius ou c'est Jack Kirby? Là, ils en viennent au coup. Ils en viennent au coup pour ça. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler, mais il y a une préparation d'une suite. Parce que Jerry Bruckheimer, qui est le producteur de l'original, a parlé à un show récemment qu'il est en train de travailler avec un réalisateur, un scénariste établi. Il les a pas nommés et que ceux-ci se font de la recherche, donc ils sont en conversation avec la Navy. Et ils espèrent que si le scénario est à la hauteur, qu'ils ramènent Denzel Washington. Et d'ailleurs, il y a des sources proches de l'acteur qui ont confirmé que tout dépend du scénario. Mais si ça se passe bien, on pourrait avoir une suite à Crimson Tide plus de 30 ans. Plus de 30 ans après la suite, après la sortie originale. C'est vraiment un bon film. Enfin pouvoir respirer. Oui. Quelqu'un qui retient son souffle depuis 30 ans. Mais on a tous vu ton tatou de Crimson Tide dans le dos. La face du sous-marin, la face. Sort du sac. Oui, ouais, dans un hublot. Incroyable. Oui, dans un hublot. C'est très spécifique. Ouais. Mais ça compense avec ton autre intérêt pour l'île de Gilligan. Exact. Je suis un livre ouvert. Moi, tous les thèmes nautiques. Sous-marins, tout ce qui est associé à la profondeur insondable de l'océan, moi, ça me fascine. Donc, tu sais que c'est une phobie. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. L'abysme des mers. C'est très épeurant comme concept. Quoi, ça? Oui, c'est très concept. C'est terrifiant. C'est la peur. C'est l'inconnu total et absolu. Là. Absolument. Jusqu'à temps qu'on se mette à draguer le fond des mers pour aller chercher des ressources pétrolières, ce qui est en train d'arriver. Alors, hang in there. Bientôt, il n'y aura plus une once d'ombre. On va peut-être tomber sur les Snorky, les cousins des Schtroumpfs. Oui, c'est sur les Snorky. Habitaient là. Hey, on va prendre une petite pause, on en a besoin, mais juste avant, je vous rappelle qu'on a un Patreon pour faire en sorte de financer nos activités. Le lien est dans le descriptif de l'épisode et aussi sur notre site internet mystérieuxétonnant.com. Donc, pour l'équivalent d'un café par mois, vous faites en sorte qu'on existe. Merci à tous ceux et celles d'ailleurs qui poursuivent mois après mois à donner au Patreon. C'est réinvesti 100% dans le Dans les glissades d'eau de Godzilla. Non, pas dans les glissades d'eau de Godzilla. Donc, 100%. En échange, vous avez accès à un podcast exclusif qui s'appelle Bifurcation, que je fais avec mon ami Rémi, qu'on est rejoint maintenant avec notre ami Antoine, et on est dans notre cycle Paul Verhoeven. En fin de semaine, on a enregistré les 2 derniers épisodes de ce cycle. Donc, c'est elle et l'autre, c'est Benedetta. Et après, je vais faire un petit cycle pour cet été, vraiment plus court, probablement sur les BD d'Astérix. Genre, j'y pense depuis un bout. Oh. Pour faire des petits épisodes, pour moi, que vous ayez du contenu durant l'été, mais tout le monde a besoin de prendre une pause. Moi, comme je suis une machine, je vais continuer, mais vous allez avoir du contenu en échange de votre contribution. D'ailleurs, merci encore une fois à tous ceux qui le font. Puis aussi, vous avez, en échange de votre contribution, accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est un serveur privé. C'est comme l'Internet, mais sans trop de cul. Donc, les gens y échangent des articles, des nouvelles, écoutent des fois la lutte et des films durant la période d'Halloween ou de Noël. Donc, quand vous vous abonnez au Patreon, écrivez-nous à travers la plateforme directement. Je vais vous envoyer le lien. Ça ne se fait pas automatiquement. C'est vraiment une belle communauté. Puis c'est le média social que je fréquente plusieurs fois par jour, que je consulte plusieurs fois par jour. C'est vraiment une super de communauté. D'ailleurs, vous pouvez arrêter votre contribution et la recommencer tant que vous voulez. Encore merci à tout le monde. Vous faites en sorte qu'on est capable de faire Terre humaine Cheese d'or, quoique ça fait un bout de temps, mais on m'a dit qu'il allait y avoir un épisode final Battle Royale pour clôturer la série de Terre humaine Cheese d'or. C'était pas pour Terre Kaiju, ça? Terre Kaiju, c'est moi, j'ai mélangé les deux. Ah ouais, j'ai comme les affaires de tout le monde. Ouais. Puis, mais il y a aussi Noël Cheese d'or. Le dernier épisode en date, je pense, c'est Bye Bye 94 auquel Valérie a participé. Le prochain risque d'être Bye Bye 95, j'imagine. Puis, c'est ça. On a du bon contenu. On est partout sur les plateformes de podcasts, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music. Et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants. Donc, l'ensemble est sur notre site Internet. L'ensemble! On est sur Facebook, Instagram et les autres plateformes de bullshit, mais on est surtout sur mystérieuxétonnant.com. On se revoit dans quelques instants avec le sujet de la semaine, Aliens vs. Avengers de Jonathan Hickman et Isab Ribic. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, on parle de Aliens vs. Avengers. On ne parle pas des Schtroumpfs, malheureusement. De Jonathan Hickman et Isab Ribic, publié chez Marvel Comics. C'est une collaboration avec 20th Century Studios. De toute façon, c'est toute la même entité. C'est la même affaire, ça appartient à Disney. Donc, c'est un 4 numéros qui a été publié sur
longue période quand même, c'est pas été publié à chaque mois. Écrit, comme je l'ai mentionné, par Jonathan Hickman, un gars qui fait dans absolument les gros titres, la grosse mythologie de Marvel. C'est un gars qui joue beaucoup avec la forme, la science-fiction, les high concepts. Donc là, il s'attaque à un crossover en bonne et due forme en deux franchises qui ont tout pour se plaire ou pas, on va en parler. Donc on est dans un monde alternatif, on n'est pas dans l'univers consensuel 616 de Marvel Comics. On est dans un monde où les aliens ont envahi non seulement la Terre, mais semblerait-il l'univers au complet, qui ont été en fait plantés sur différentes planètes par les David qui viennent des films de Prometheus. Des David fâchés. Des David fâchés contre l'humanité parce que méchants robots. Et donc, c'est les survivants de l'humanité, ce qui reste des héros qu'on connaît bien, qui essayent de survivre. Donc, c'est essentiellement ça pour les grandes lignes. On vous rappelle qu'on spoil dans la dernière partie de l'émission, puis j'ai l'impression qu'on aura beaucoup besoin de spoiler pour parler de ce sujet, de ce comic-là, parce que va être difficile d'en parler sans justement dévoiler des pans d'histoire assez importants. Donc voilà, avant d'aller dans le détail, on va faire ça très court, votre appréciation, puis après on va vraiment sauter dans le vif du sujet. On va commencer par toi, Val. Je suis curieux de savoir, qu'est-ce que tu as pensé des Aliens vs. Avengers? Honnêtement, j'ai bien aimé. Je pensais pas aimer ça comme ça. Je trouvais que c'était très noir et assumé. Puis c'est ça. J'ai bien aimé. Toi, Laurent? Même chose, je te dirais que pour une fois, un crossover qui livre la job. Qui livre la job, ouais. Je m'attendais pas, tu sais, surtout après... On a une couple de crossover. Le Predator Black Panther là, qui m'a laissé plus figue que raisin, mettons. Mais là, j'étais comme, wow, OK, il y a une espèce de bleakness. Ouais. Tu sais, comme je trouve que ça y va all-in, en fait. C'est pas genre, on va essayer de protéger deux franchises, puis là, finalement, ils vont être des amis après, genre, hey. Feels like the end. Ouais. Oui, absolument. Ouais, feels like the end de tout, là. C'est harsh, mais... puis, tu sais, il y avait un côté... je me rappelle plus c'était quoi l'autre BD qu'on avait lu, mais qui était comme un peu les Avengers dans le futur, tout le monde est vieux, magané. Avengers ou Captain America Twilight, quelque chose comme ça. Quelque chose du genre. Je sais que c'est Twilight, mais je sais pas si c'est Captain America Twilight ou Avengers Captain Twilight. America. Ouais. Mais tu sais, il y avait ce feeling-là aussi, là, de genre, tu sais, c'est les héros que je connais, mais tout le monde est un peu amoché, puis ils font encore qu'est-ce qu'ils peuvent pour... mais genre, ça va mal. Ils sont poqués. Puis, ouais, non, j'ai bien embarqué. Là, c'est pas un crossover que j'ai lu en roulant des yeux, contrairement à la majeure partie de ceux-là. Ouais, il y a des crossovers qui sont très, très mal amenés. C'est plate parce que, juste pour revenir là-dessus, on a parlé de long et en large, là, mais c'était Wolverine versus Predator, Black Panther. Predator versus Black Panther, qui était très décevant. Pourtant, le premier contre Wolverine était particulièrement intéressant. Puis moi, je suis un gros fan de voir, hey, on peut-tu mélanger ça, toi, des œufs avec du jus d'orange, puis, tu sais, mettre des épices dedans? Ben, la réponse, c'est non, parce que wesh. Mais dépendant que oui, des fois, dépendamment, oui, c'est ça la métaphore ici, là, c'est que des fois, ça peut fonctionner. Puis je me demandais si ce cocktail-là allait fonctionner pour Aliens et Avengers. Et j'ai été agréablement surpris. Je pensais pas aimer ça. En même temps, ce qui a piqué ma curiosité, c'est la collaboration de Jonathan Hickman dans ce projet-là, qui n'est pas un gars qui fait habituellement des petits projets faciles ou des petits projets... tu sais, c'est pas quelqu'un qui botche sa job. Donc, encore une fois, il a fait aller son pinceau ici, puis je trouve que ça en est très bien tiré. Puis l'art aussi est très belle. Tu sais, contrairement à certains crossovers où ça a l'air d'une commande à travers laquelle il faut passer vite. Là, on a l'impression que la personne s'est complètement éclatée. Puis le fait que ça a été justement un projet qui a été étalonné sur plusieurs mois, ça a eu le temps de respirer. Tu vois qu'ils ont eu le temps de mettre les bases pour leur histoire. Fait que j'ai beaucoup aimé ça. J'ai bien aimé ça. J'ai encore quelques confusions parce que Jonathan Hickman, des fois, je sais pas trop où on est dans la temporalité. Mais ça fait partie du plaisir de lire du Hickman. Tu disais que tu avais des questions, Valérie, tantôt. Ben, j'avais des questions. Premièrement, j'en ai une technique qui vient de se glisser dans ma liste de questions. Moi, j'entends une espèce de crépitement dans mes écouteurs. On n'entend pas dans l'enregistrement, fait que ça va être correct. D'accord. Ça va être de ton côté. On checkera ça on checkera ça une autre fois, mais c'est très agaçant. Alors, sachez que maintenant, j'évolue avec un handicap. C'est bon. Et donc, fait que je demanderai un accommodement raisonnable.
Moi, les questions que j'ai, c'est en rapport, en fait, à la situation, justement, temporelle, la situation tout court de cette histoire-là au sein des multivers, là, desquels je ne sais pas tout, évidemment. Moi, j'étais vraiment agréablement surprise de retrouver ces héros, ces héroïnes-là tard dans leur vieillesse. Je trouve ça vraiment intéressant, des super-héros fragilisés par leur vieillesse, sans relève apparente. C'est comme les derniers humains, là, pour citer quelqu'un de grand. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais là, je voulais savoir, est-ce que j'étais supposée avoir eu connaissance de leur histoire jusque-là? Parce non, que, tu sais... je pense pas. Non, on sautait vraiment... On saute non seulement dans un univers où il y a des aliens puis des Avengers, mais on saute plus loin dans le temps. Puis je pense qu'il faut que tu aies une mini connaissance des deux franchises. Quoique je pense que si tu as vu les films comme Prometheus puis Covenant... Je me repérais, là. Tu te repérais, c'est ça que je me posais comme question. Je me repérais bien, mais moi, n'étant pas, tu sais, je suis quand même néophyte, là, dans le monde des comics comme ça. Mais, tu sais, à cause des films, entre autres, tu sais, je savais qui était qui. Carol, je savais pas c'était qui. C'est Captain Marvel, en fait. C'est Captain Marvel, OK, bon, mais ça, je pensais. Mais, OK, mais à part ça, ça allait bien quand même. Moi, j'ai adoré que... Parce que, tu sais, dans Alien, il y a quand même le contexte, tu sais... anéantissant là, de la xénomorphe là, en tant que telle, c'est comme pas tuable. Des créatures à tuer, ouais. C'est des créatures à tuer, mais que t'arrives pas vraiment à éliminer. C'est le principe d'un cancer, tu sais, genre universel. Là. Ça fait juste tout... Ravager. Ça fait tout bulldozer sur son passage. Il n'y a rien pour empêcher the unrelentless proceedings of death. C'est la fucking mort en soi. Là. D'autant plus, ça, c'est quand il y en a un, mais là, ils ont vraiment été usinés pour être vraiment des armes de destruction massive. Ouais. Là, genre, ouais. David, ils ont vraiment pensé à tout. Parce que David, c'est les Weyland, on s'entend, c'est ça? C'est ça, là, ils ont joué un petit peu sur le canon. Les David, c'est les personnages qu'on a vus dans Prometheus, dans Covenant. Ouais. Puis dans cette interprétation-là, dans ce crossover-là, qui... Dans les crossovers, on peut jouer avec des éléments d'histoire pour pouvoir faire fitter les deux blocs Lego, si tu veux. C'est aussi les Weyland. C'est eux autres qui ont fondé, si je comprends bien, la Weyland-Yutani dans l'univers des Avengers. C'est là où ça vient un peu mélangeant. Ils fusionnent avec Stark Industries. C'est clairement des David. Mais c'est eux le point de ralliement, en fait, de ces deux univers-là. C'est les David qui est comme une espèce d'androïde multifonction dans l'univers de Prometheus. Yes. C'est joué par le handsome Michael Fassbender dans le film. Oh, Fassbender. Ouf. Et... excusez, j'ai perdu mon, justement, mon idée. La scène du pipeau dans Covenant était probablement la meilleure scène du film. Moi, j'y pense au moins à toutes les semaines. À chaque semaine, je me réveille et je suis comme, je peux pas croire qu'ils ont osé faire ça. C'est incroyable. C'est tellement érotique, c'est malade, c'est incroyable. J'adore. Je suis très dans avec tout ça. Toutes les options pour voir Fassbender en petite tenue et ou sans tenue tout court. Jouer du pipeau. Oui, me réjouissent. Et donc, mais c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'on revienne à ce que je disais tantôt, la vieillesse, la fragilité, puis l'espèce de... Tu sais, du Twilight, là, pour citer ce que vous venez de nommer. C'est le Twilight de l'ère de l'héroïsme, tu sais. Le héros n'a plus aucun impact sur the proceedings, là. Il y a rien dans ton arsenal que tu vas pouvoir mobiliser pour freiner ce qui s'en vient. J'ai trouvé ça profondément, réaliste et troublant et on n'est peut-être pas prêt à l'entendre, mais sain. En rapport avec ce que je t'ai dit tantôt, faut laisser les choses mourir. Oui. Puis à quel point on spoil, puis à quel point on spoil. On spoil all the way? Oui. Ouais, j'ai trouvé ça d'une grande lucidité, tu sais, face à tu sais, comme l'impermanence de la vie, l'espèce de nécessité de laisser aller. La seule chose qui devrait leur survivre, c'est l'impulsion créatrice. Tu sais, la dernière chose que Tony Stark dit, mais en fait qu'il lègue. Alors qu'il a l'air un peu de Jordan, là, on va pas se mentir. Là. Cette image-là, oui, c'est vrai que ça fait m'a un peu marqué. En hologramme, là. Mais c'est un hologramme trop serré. C'était juste la face en hologramme. Mais la seule chose qui demande de
perpétuer vers l'avant, c'est ça, c'est juste l'impulsion de la création. C'est même pas obligé de venir de lui, c'est même pas obligé de venir de ceux qui vont recevoir ce message-là. Il faut juste que cette idée-là perdure. C'est la seule chose qui doit survivre. J'ai trouvé ça comme... déstabilisant de lucidité. J'étais comme tabarnak, c'est ça. La dernière scène, justement, quand il y a ce speech-là qui termine, c'est l'image d'un vaisseau dans le void, ce qui est très Alien en même temps. Une des choses qui est, je te dirais, presque vertigineux quand tu écoutes le premier Alien, c'est à quel point ils sont isolés tout seul dans un vide intersidéral, puis il y a comme presque une inquiétante étrangeté, pas une inquiétante étrangeté, mais il y a une inquiétude là-dedans qui est produite par c'est une vraie peur, l'espace profond, en fait. Absolument. Ouais. En fait, c'est l'épreuve du sublime, là, dans un contexte spatial, mais c'est une terreur profonde et primitive, là, de se mesurer à quelque chose dont on ne peut pas comprendre l'échelle. À l'époque romantique, c'était genre l'homme face à la puissance de la nature. Puis là, nous, après avoir, je fais des guillemets radiophoniques, dompter la nature, on n'est plus trop dans ce rapport-là, quoique la nature nous rappelle constamment que c'est elle qui va gagner. Ouais. Mais là, il faut reporter cette perspective-là dans une échelle, comme tu dis, vertigineuse. Fait que ça se passe dans l'espace. Mais c'est le sublime qu'on... Puis je te dirais que ça va même plus loin que ça, parce que si on comprend bien le plan des David, c'est qu'il y a non seulement notre univers, ou cet univers-là dans la BD qui a été conquis par les xénomorphes, mais plein d'autres univers parallèles aussi. Ouais. Et moi, c'est ce que j'aime c'est ce que j'aime des propositions un peu à la manière de, je pense que c'était Avengers Twilight, là, ou qu'importe les BD qui sont pas canons, c'est de reprendre ces personnages-là qui sont excessivement connus, puis de les mettre dans des contextes auxquels ils seront jamais confrontés parce qu'ils vont tout le temps être là. Le temps que ces compagnies vont exister, ces personnages-là vont persister. Donc, les mettre dans des contextes extrêmes, si je peux dire comme ça. Où ils peuvent avoir une finalité. Où ils peuvent avoir une finalité, des contextes. Contempler sa mort. C'est ça. Fait que là, tu as ça. Puis en plus, tu as un crossover qui pourrait avoir tout de con. Il aurait pu faire une BD excessivement simpliste, connasse, vraiment niaiseux, niais. Puis voilà, allez acheter les 4 numéros. Mais non, ils ont pris ces deux principes-là puis ils en ont fait quelque chose qui est... Moi, j'ai trouvé que c'est de l'entertainment pas brillant, mais pas con non plus. Ah, je trouve ça brillant. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment très cool. J'ai bien aimé. Puis, je dois dire, mon petit boy en moi a été très, très heureux de la tapoche parce que je trouve que la tapoche est vraiment satisfaisante. Il y a de la belle tapoche dans la BD. C'était de la belle tapoche, puis elle était magnifiée par la perspective. T'sais, les points de vue sont vraiment intéressants. Il y a toujours des espèces de contre-plongées diagonales, comme ça rendait on le sent tout... l'action, là. Ouais. On sentait l'action, ça rendait le tout extrêmement dynamique. Le set design est magnifique. Ouais, le gars a fait sa job. Ouais, donc, tout le monde est rentré travailler cette journée-là. Ah oui. Ben, c'est un bon duo. C'est un super de bon dessinateur, Isa Rebic, là, puis il a pas chômé. J'ai l'impression qu'il y a de l'amour dans les pages, ça sointe. Il y a beaucoup de crossovers, je vais pas me répéter, mais où c'est gribouillé, puis c'est probablement des fois le fait qu'ils ont été pressés dans le temps. C'est un projet qui a été arrivé. Moi, j'ai souvent l'impression, en fait, que ce qu'ils se disent, c'est on va vendre ça juste sur le fait de la prémisse. On a 2 franchises qui marchent. C'est gagné d'avance. C'est gagné d'avance. Puis personne se force. On met l'effort sur la couverture. Ils sont forcés. Là, ce projet-là sent l'amour. Oui, exact. Contrairement à ben des crossovers, ce projet-là Godzilla versus King Kong versus The Justice League. Ouais, c'est juste, on dirait, des fois, c'est juste comment ils m'ont donné des bonhommes. Puis, je vais jouer avec. Mais t'as là, raison. c'est comme, non, tu vois que Hickman, il est comme, je tripe sur ces 2 affaires-là, je les connais de fond en comble, je vais aller chercher des deep cuts, puis comme d'après moi, il pourrait avoir ça avec c'est comme le truc. Moi, je connais pas grand-chose aux X-Men, là, Mr. Sinister, je le connais pas. C'était excellent. Mais là, ça. C'est ça. Là, ça devient le grand vilain. Il est terrifiant là-dedans. Là. Par ses pouvoirs. Puis, tu sais, même des fois, ceux qui restent, mettons, sur Mars, là, parce que les mutants se sont exilés, il en reste 4. Il reste, Wolverine, parce qu'il n'est pas tuable. Puis les 3 autres, je suis comme, c'est qui, eux? C'est des minor... C'est des minor characters. C'est des minor, mais que les pouvoirs font qu'effectivement, ils ont une résistance aux aliens que les autres n'ont pas. Fait qu'ils ont pas... Il les a pas choisis pour...
avoir des personnages sexy, il les a choisis parce que c'est logique que ça soit eux. Exactement. L'espèce d'improbable garnison de la fin du monde, là, tu sais, genre, tu vas pas finir avec le monde que tu penses qui vont être dans ton équipe, tu sais. Ça, je trouve que c'est un trope vraiment intéressant qui a vraiment mené à son paroxysme, là, tu sais, comme tu dis, c'est les personnages les plus susceptibles d'avoir survécu dans cet univers-là, selon cette prémisse-là, qui sont là. Puis ça illustre très bien cette espèce de réalité-là que, ben, souvent dans les films post-apo, tu le vois aussi, là, tu sais, genre ta gang de départ, c'est jamais ta gang de fin. Les films de zombies aussi, c'est souvent ça. Ben, je pensais à ça, entre autres, tu sais, puis à l'interminable prémisse de Walking Dead, là, ça finit plus, puis c'est ça, tu sais, la gang du début, c'est la gang de la fin, tout le monde meurt. Bref, ça, j'ai trouvé ça courageux, puis il y a une forme de... Tu sais, Laurent, tu disais, je les connais par cœur, ces personnages-là, puis en tant que passionné, tu parles du point de vue des créateurs, j'ai envie de les amener ailleurs, puis peut-être même, correct me if I'm wrong, de les libérer un peu dans leur propre mort, dans la possibilité qu'ils ont de crever puis d'être faillibles. Là, c'est comme un peu les sortir, tu sais, de leur prison, là, tu sais, de l'éternel retour, puis de l'éternel héroïsme, tu sais, qui rend leur vie. En même temps, c'est drôle, on prend pour acquis, par exemple, que Hulk et Captain America qui sont restés sur Terre sont morts, mais on n'a pas vu leur fin. Mais, on sous-entend, puis il y a des chances que c'est ce qui est arrivé, mais j'aime qu'on l'a pas montré. Comme, tu sais, comme dans la vraie vie, là, quand t'as pas de nouvelles. T'as pas nécessairement de nouvelles, tu sais pas ce qui s'est passé, t'as pas de confirmation, puis ils traitent... Je pense qu'un autre auteur aurait montré ce beau splash space-là où t'as Captain America Hulk complètement dissimé par une horde d'aliens, puis il aurait pu le faire probablement. Ce titre-là le permet. Il l'a pas montré. On sait que c'est probablement ce qui s'en vient, mais il l'a pas montré. Mais c'est fou, moi, juste ça veut dire qu'ils se sont assis, puis probablement que tout ça est aussi comme un comité éditorial derrière. Ben oui. Puis que, tu sais, la question, ça n'a pas été genre comment on va faire pour que les Avengers battent des aliens. Ils en ont parlé, puis ils se sont dit, moi, je pense pas qu'ils peuvent gagner contre des aliens. Qu'est-ce qu'on fait c'est ça qu'on va faire. Ouais. C'est ça qu'on a. Puis je suis comme, man, c'est rough, là. Les personnages qu'on aime. Il y a une forme d'humilité, je trouve, dans cette posture-là qui est vraiment louable, là, parce que c'est ça, c'est comme... C'est honorer la création, tu sais, pure, en fait. Puis, ironiquement, c'est la chose qui se bat contre l'entropie, là. Dans cette affaire-là, c'est vraiment, dans son fondement même, c'est l'entropie versus la création, tu sais. Puis ça invoque toutes sortes de thèmes, là, tu sais, cosmogoniques, gigantesques, là, tu sais, quand tu y penses, c'est pas, je sais pas, de la tapoche entre Avengers puis Alien, là, c'est vraiment la vie contre la mort dans tout, là. Puis j'ai, tu sais, comme respecter les qualités intrinsèques de deux créations qui se rencontrent puis les faire dialoguer dans le respect de ce qu'elles sont, c'est comme un peu un respect de la vie, même si, tu sais, la vie de cette création-là. Fait que, tu sais, tout est dans tout, là, dans ce contexte-là. Genre, la forme vraiment suit le fond, ce que j'apprécie toujours dans ce genre de show-là, là. Mais Mr. Sinister, là, je l'ai trouvé vraiment drôle. Je le connaissais pas. C'est un personnage qui est terrifiant parce qu'il cherche constamment à s'améliorer génétiquement. T'sais, il va prendre des attributs de différents mutants pour essayer de s'y rajouter. Puis, of course que ça fait du sens. Tu parlais de la fameuse rencontre entre deux univers. Là, puis, ben là, t'en as une où la créature qui arrête pas de la présenter comme ça dans les films d'Alien, la créature parfaite, l'arme parfaite. Bien sûr que Mr. Sinister va essayer de s'en emparer puis de pogner ses attributs. Mais ultimement, il est à son service. Au final, c'est juste un sbire parce que tout ça, ça dépasse l'individu. Là. C'est un peu c'est le principe du hive là, quand même qui est terrorisant. C'est l'espèce d'insaisissabilité. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas d'endroit sensible où on peut appuyer. Là, c'est comme... Ben, c'est indestructible. Il est complètement indestructible. C'est indestructible. C'est fou. Là. Ça fait un Christy Beau alien rouge avec un diamant en face. Mais ça... J'ai fou d'aimer ça, c'est un beau jewel. Le gros combat, Alien, tu sais, comme encore le petit boy, là, le Alien rouge de Mr. Sinister versus le Alien forme de Venom. Ah oui, parce qu'il y a Venom dans tout ça. Venom est là-dedans. C'est la dernière affaire que je voulais mentionner. Là, c'est parce qu'on dit beaucoup que c'est dark, puis que c'est bleak, puis que tout le monde meurt. Venom est drôle. Mais Venom est très drôle. Il y a aussi des moments de peur awesomeness. Moi, quand j'ai vu, j'étais comme ça, là... Ça, c'est un xénomorphe avec un symbiote de Venom. C'est quand même fucking badass. Ces choses-là, ça serait jamais rencontré. Là, ceci est capoté. Mais tu te souviens, il y a une BD qu'on a lu il y a très très longtemps, la série de Steve McNiven,
Old Man Logan. Ouais, où est-ce qu'il y a un T-Rex qui est possédé par le Venom. Je sais, c'est juste un splash page, mais il n'y a pas plus d'histoire avec cette affaire-là. Là, tu l'as, ton histoire de la grosse bébite qui est possédée par le Venom. C'est très satisfaisant. Puis même ça, tu sais, moi, je l'avais pas vu venir là, quand le facehugger, il se pitch sur Miles Morales. Puis là, le symbiote, il est comme, wait a minute. Là, je suis comme, oh shit, OK. Mais il a l'air clever. Il a pas l'air à s'emparer du corps comme tel, il a l'air de le dissoudre. Parce qu'il c'est comme s'il l'avait assimilé, mais qu'il y avait comme... En tout cas... Venom fonctionne un peu comme le Hive en tant que tel, parce que lui aussi, c'est un parasite. Il n'y a pas d'identité propre. Il va assumer l'identité puis le corps, littéralement, la forme de la chose qui va parasiter. Fait que, tu sais, de cette façon-là, il est tout indiqué pour être le vis-à-vis de cette entité-là, tu sais, qui est... Il y a un personnage qui le dit d'ailleurs, il dit parasite versus paradis, je pense. Quelque chose comme ça, effectivement. Mais oui, tu sais, puis c'est peut-être pour ça aussi qu'il dégage assez de bandwidth pour faire de l'humour, parce que tout le monde est atterré par la perspective de sa propre mort, parce que c'est des individus héroïques de surcroît, fait que l'ego est gigantesque, puis là, t'as fucking le symbiote qui est comme, non, mais pour moi, c'est pas tant un enjeu. J'ai encore j'ai encore du jeu. J'ai du jeu pour être funny, tu sais. Parce qu'il sait qu'il va survivre, probablement. C'est qu'il sait qu'importe ce qui va arriver, il risque de survivre. Ouais. Fait que je sais pas c'est quoi la morale de cette histoire-là, mais je l'ai trouvé... Soyez un parasite. Non, je sais pas. Non, mais parasite gagne toujours, c'est ça. C'est quoi qu'ils disent? Adapt puis burn the rest ou quelque chose comme ça? Genre, save what you can, burn the rest. C'est quelque chose qui revient quand même fréquemment. C'est ce qui se passe finalement dans le dernier chapitre. Ouais. Quand ils disent... Oui, on aurait besoin de nuke the site from orbit. J'étais comme, une petite phrase, tu sais, texto tiré des films d'Alien. J'ai beaucoup aimé aussi. Mais il y a un truc que j'ai pas compris, c'est là où des fois Ekman me perd, parce que, tu sais, un peu, la meilleure façon, j'en ai souvent parlé, que je pourrais le décrire, c'est Nolan est à sa structure, pas Nolan, mais Ekman est à sa structure, ce que Nolan est au film aussi pour sa structure, dans son montage. Tu sais, il y a des choses qui se passent. Ekman est plus intéressant que Nolan, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on joue avec la temporalité. Les choses sont pas placées dans l'ordre nécessairement qu'elles se déroulent. Fait que des fois, je suis un peu perdu dans le déroulement de l'histoire. Puis il y a un moment où les Guardians sont là, les Guardians de l'univers d'Aliens sont là. Puis je sais pas à quoi ça aboutit. Ouais, moi aussi, j'ai pas compris à quoi ça aboutissait. Là. Ils utilisent leur vaisseau. C'est qui, les Guardians? C'est les grosses bébites qui sont comme Yuan mais blanches. Là. Qui sont comme les créateurs de la vie au début de Prometheus, ainsi que le fameux voyageur dans Alien. Les ingénieurs. Les ingénieurs, oui, c'est ça, pas les Guardians, pardon, c'est ça. Mais les ingénieurs sont ceux qui plantent, qui sèment la vie, puis les Weyland sont ceux qui sèment la mort. Puis dans les deux cas, c'est un peu le même geste inversé. Mais là, j'ai l'impression qu'ils font le ménage derrière les David. Oui, parce qu'ils regrettent. C'est qui regrette? Parce que tout ça, là, la prémisse de base, c'est que, en fait, les gens qui ont donné la vie regrettent. C'est comme une erreur, puis là, ils veulent effacer leur trace parce que c'est eux qui release les micros-trous noirs partout pour entamer. C'est là que j'ai pas compris. Leur participation dans l'histoire, j'ai pas du tout compris à quoi ça menait. Je l'ai vu, je l'ai relu 3-4 fois. Je sais pas où on va avec ça. Moi, j'ai cru comprendre qu'ils suivaient les David et qu'ils effaçaient. Ils pitchaient des mini-trous noirs pour faire disparaître tous les mondes aliénés. Que les David comme des bombes, avaient créé comme des bombes. C'est genre ça, on veut plus de ça. Genre, on a créé ça, mais c'est trop intense. On n'en veut plus, puis on passe derrière, puis on essaie d'effacer tout ça. C'est des créateurs responsables de leur création, qui suivent, puis qui, malgré le fait qu'ils créent, derrière leurs enfants. Ils ont le pouvoir de détruire autant, mais ils choisissent de créer. Tandis que les autres, ils veulent juste... C'est quoi la motivation des Weyland de détruire tout? Pourquoi, initialement, ils voulaient comme inoculer l'univers entier? Même dans la série, ils ont l'air à se poser la question. Là. Je pense pas que David a un agenda très clair. Là. Il y a comme quelque chose... Même dans... Il veut tuer son propre créateur, dans le fond. C'est ça qu'il veut. Oui, ça, c'est clair, là, déjà dit, mais son désir de mort, moi, je pense qu'il y a une certaine perversion là-dedans. Il est pas complètement rationnel. Là. Mais, tu sais, si je me rappelle de Covenant, il y a déjà un côté... Il est sadique. Savant fou à ça. C'est comme s'il était un peu amoureux de le xénomorphe. Puis comme en termes de ceci est une créature parfaite. T'sais. Donc c'est la seule chose qui doit exister?
On pourra jamais topper ça. Mais c'est vrai que là, dans la BD, il a l'air d'avoir de quoi qui tient de la vengeance aussi, quand même. T'sais. Ben, c'est pas vraiment de la vengeance autant que lui, en tant que exemplaire parfait de l'existence, lui est apparemment la xénomorphe, comme sa perfect queen. Ce seraient les deux seules choses qui méritent d'exister. Donc, au lieu de se faire vivre plus fort, il va neutraliser tout le reste pour qu'il demeure la chose parfaite. Même dans Covenant, je trouvais que c'était sa motivation qui était la moins claire. Parce que c'est très freudien puis con, là. Très genre à sa face. Même le genre, on va tuer le père. C'est très adolescent, en fait. C'est la créature qui se révolte contre son créateur, mais il n'y a pas tant de motivation. Elle l'a pas mal traité. Puis même là, David est une création de la créature des ingénieurs. Parce que les ingénieurs créent l'humanité. Ouais, c'est ça. L'humanité est arrivée à les androïdes. Fait que c'est comme si tu t'allais... C'est comme si tu allais punir... une rivalité genre entre frères. C'est Caïn et Abel, là. C'est genre... c'est un Schtroumpf qui va frapper le grand Schtroumpf. Là. Ça a pas... J'aime beaucoup cette métaphore, je la trouve belle. On reste dans les Schtroumpfs. Voilà. Ouais. On a bouclé la boucle. Mais au-delà de ça, je trouve que la BD est excessivement divertissante puis beaucoup plus profonde à quoi on pourrait s'imaginer. C'est une belle ride, j'ai aimé. Puis c'est pas trop long. Tu sais, c'est 4 numéros. Puis on a souvent parlé à l'émission du fait que des fois, tu sens que les choses doivent être précipitées. Puis ils n'ont pas assez de place pour que l'histoire respire. Ils n'ont pas assez de numéros. Ils auraient dû rajouter un numéro. Là, on a 4 numéros. Puis le rythme est super. C'est vraiment bon en termes de rythme. Oui, absolument, tu as raison. Je recommande, moi. J'ai vraiment hâte. Le trailer n'est pas encore sorti. Mais je vais absolument me l'acheter quand il sort dans genre un mois, là, ou à peu près. Ouais, ils viennent de compléter en single la série. Fait que c'est ça. Est-ce que vous autres, vous recommandez, Valérie? Moi, je donne 4 facehuggers sur 5. C'est bien ça. Oui, pour vrai, moi, c'est une des rares fois, tu sais, puisqu'on se fait tout le temps avoir, là. Oui. À chaque fois qu'il y a, c'est genre, c'est ces deux choses-là que j'aime ensemble, ça m'intéresse, puis à chaque fois, on est comme... j'aime la crème glacée, j'aime le vinaigre. C'est ça, puis on est comme, ça fit pas. Ou en tout cas, personne s'est forcé assez pour que ça fit bien ensemble. Mais là... Pour vrai, c'est fait avec amour, ça s'est forcé. Moi, je suis très, très satisfait d'un bord comme de l'autre. OK. Bon, parfait. Puis peut-être éventuellement une suite, je sais pas. Ça finit quand même sur une fin ouverte. Il y aura une possibilité. Moi, j'aimerais ça qu'il n'y en ait pas, en fait. Moi aussi, j'aimerais ça. Mais... Parce que toutes les espèces de fausses ouvertures, parce que nous, on pourrait percevoir comme des ouvertures, genre le fait qu'on voit pas Captain America puis Hulk mourir. Ça pourrait être comme une brèche pour continuer, mais je trouve ça bleak, adéquatement bleak. De se rappeler que non, c'est ça. Ça va être une fin ambiguë. Je viens d'avoir une image, là, c'est à la fin du premier Alien où Sigourney, elle parle dans son journal de bord, puis on l'entend alors que la navette de sauvetage s'en va dans le vide sidéral. C'est la même chose à la fin. On a la voix de Tony Stark puis le vaisseau à l'extérieur. C'était ça l'hommage. J'avais même pas catché. C'est ça le Il y en a quelques-uns, des petits clins d'œil aux deux franchises, en fait. Là. Ouais. Cool. Bon, ben merci, madame, monsieur. On va se laisser là-dessus. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Vous êtes d'accord? C'est une question. Oui, pour vrai. OK, parfait. Merci à vous autres. Merci à vous à la maison. Si vous avez la chance de donner au Patreon des Mystérieux Étonnants, achetez un coup d'œil. Le lien dans le descriptif de l'épisode. Puis cette semaine, il devrait y avoir un épisode sur elle et éventuellement Benedetta. Et après, des petits cycles un peu plus rapides durant l'été. Puis, c'est ça. Bon, faites attention aux autres. Bye! Salut! Bye bye!